Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents ce soir et présentes pour rencontrer Sarah Durieux, qui a donc publié récemment ce livre, Militer à tout prix. Pourquoi nos collectifs nous font mal et comment les soigner. D'abord, je voudrais commencer, parce que sinon je vais oublier, donc par remercier Sarah d'avoir fait tout ce trajet, sachant qu'elle reprend un train demain à 6h du matin. Voilà. Surtout remercier Énergie de Nantes de nous accueillir ici. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup à la librairie Marguerite, qui est donc voisine de Énergie de Nantes. Et qui a donc des exemplaires de Militer à tout prix à disposition. Et puis, merci beaucoup au collectif des fameux qui a organisé cet événement et dont je fais partie. Et particulièrement à Marie, qui a été mon backup plan sur cet événement, qui, dans un soin militant, m'a envoyé des petits messages en mode « J'ai fait la billetterie, j'ai fait le... » Voilà. Donc, merci Marie. Donc ce soir c'est un événement dans le cadre d'un apéro féministe qu'on organise régulièrement. Les Fameuses, c'est donc une association qui agit pour l'égalité des genres sur le territoire nantais et un peu au-delà, dont un certain nombre de membres sont rassemblés plutôt ici. Donc si jamais vous avez envie de parler avec les Fameuses du conseil d'administration en tout cas, elles sont par là. On va lancer la rencontre. Donc on a choisi cet événement justement dans l'optique de... faire dialoguer un collectif militant, Énergie de Nantes, avec une autrice, Sarah, qui a aussi beaucoup participé à des collectifs militants et qui participe toujours à de nombreux collectifs militants. Autour de la question du soin militant, c'était là-dessus qu'on voulait axer la discussion. Peut-être, donc je ne me suis pas présentée, donc je suis Anne Pedro-Moinard, je suis administratrice des Fameuses. Vous dire d'où je parle, parce que je connais Sarah depuis 3 ans. J'ai rencontré Sarah justement dans une expérience de militantisme autour des législatives de 2022. Tu raconteras ton parcours, Sarah, mais à ce moment-là, tu venais de quitter change.org, dont tu étais la directrice France. Tu avais monté une initiative qui s'appelait Quartier Général, qui visait à aider des candidatures citoyennes aux législatives. Donc nous connaissons, et c'est important de le dire. Et aussi, une toute petite partie de ce livre, c'est réfléchi ici à Nantes, donc je trouve que c'était bien. Même écrit. Bah oui, je sais pas si c'était écrit, réfléchi, mais voilà. Sarah m'avait dit à l'été 2022, j'ai besoin d'écrire, ta maison est libre, est-ce que... voilà, donc... Made in Nantes. Voilà. Je trouvais ça important de le dire. C'est clair. Donc on va se donner 45 minutes à peu près pour des échanges, voilà. Alors on va le faire en format semi-bocal, c'est-à-dire que le collectif Énergie de Nantes s'incarnera à travers différents visages en fonction des thématiques qu'on aborde. Et puis ensuite, il y aura 45 minutes aussi de temps de débat avec vous, de partage d'expériences militantes, de rebond sur les questions que ça vous pose. Si vous êtes OK avec ça. Cool. Donc peut-être en premier temps, Sarah, j'aimerais que tu puisses te présenter et puis qu'ensuite le collectif Énergie de Nantes et la personne qui viendra l'incarner puisse se présenter aussi. Mais ce sera la surprise. Voilà. Tu dis dans le livre que tu as mis 4 ans à écrire ce livre. Tu as écrit un premier livre qui s'appelle Changer le monde et qui était paru en 2021. J'aimerais que tu nous expliques un peu... finalement, pourquoi ça t'a peut-être demandé si longtemps? Qu'est-ce qui était difficile à articuler ou à mettre en mots entre ton expérience d'activiste, de directrice de change.org, de directrice d'une fondation et ce que tu avais envie de partager dans ce livre autour du soin militant? Merci de votre accueil et de votre présence. Je suis très contente de vous rencontrer et puis j'espère qu'on aura l'occasion de discuter plus en direct après pour l'apéro. Et bah du coup, oui, tu dis 4 ans, c'est presque ça. C'est en gros, à partir du moment de mon départ de change.org, que je me suis dit, il faut que j'écrive sur ce sujet-là, et je vous expliquerai pourquoi. Et puis après, la réflexion, trouver une éditrice avec qui on arrivait à avoir un projet commun, et puis après la phase de réflexion, et puis après la phase d'écriture. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que c'est un sujet hyper complexe, et que je sais qu'il y a plein de collectifs qui travaillent déjà sur le soin militant. Et moi, j'avais vraiment envie de creuser en fait la question de d'où viennent nos souffrances et comment elles s'expriment, et aussi du coup comment on répare. Donc beaucoup de temps de recherche, d'échanges avec des militants et des militantes. Et puis la peur.
la peur d'écrire ce livre parce qu'en fait, je touche à des choses qu'on n'aime pas discuter toujours, que la cause est toujours prioritaire. Et donc, est-ce qu'on va écouter les ouin-ouin de Sarah Durieux qui vit mal le collectif ou qui a vu des choses qu'elle trouve problématiques et puis qui questionne aussi des choses qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Donc je pense que c'est un peu les deux raisons qui ont fait que le livre a pris du temps. J'avais envie d'être juste, mais j'avais pas non plus envie de passer à côté des choses qui fâchent. Et donc je pense que l'écriture a été longue pour cette raison-là. Ok. Je rebondis avant de laisser la parole à peut-être Stéphie, c'est ça ? Je rebondis juste sur quel rôle a joué, alors tu as un engagement féministe fort, ici on est aussi dans un apéro féministe, quel rôle a joué ton engagement féministe dans ton parcours d'activisme et dans ta réflexion autour de ce livre ? Et j'ai l'impression aussi qu'il y a ton engagement féministe et la redécouverte de ta judéité. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu comment ça vient nourrir cette forme d'intersectionnalité que tu portes dans le livre ? Carrément. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal à me dire qu'est-ce que je suis dans ce monde militant. Aussi parce que je suis arrivée dans les mondes militants par un travail salarié dans une organisation. D'abord à la Fondation Nicolas Hulot, après au WWF et ensuite chez Change.org. Et c'est là vraiment que je suis plus entrée dans le monde militant. Donc je me sentais pas très légitime à m'appeler militante simplement parce que j'étais salariée. Alors que finalement, je passais toutes mes journées et aussi en dehors du boulot à être dans des collectifs, à participer. Et c'est assez récemment que je me suis dit, en fait, je suis militante féministe. À la fois, c'est les sujets sur lesquels je travaille, mais je pense que c'est aussi ma perspective, parce que pour moi, le féminisme, c'est en fait un travail de libération. C'est pas juste défendre uniquement les droits des femmes. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a emmenée en fait dans mon cheminement militant, dans le fait de m'assumer, c'est de me dire finalement j'ai un vécu personnel que j'ai politisé grâce au militantisme, c'est-à-dire que comme beaucoup de femmes j'ai vécu des violences sexistes et sexuelles et que j'ai pu politiser au contact de militantes plus engagées, plus expérimentées que moi, qui avaient fait le lien entre leur expérience personnelle et la réalité de nos systèmes sociaux. Donc ça, c'est un peu la première étape de dire, voilà, moi je me définis comme militante féministe du fait de mon engagement politique autour de ce que j'ai vécu personnellement et de ce que je vois d'autres vivre autour de moi. Le deuxième chose, et tu parles de la judéité, en effet, ça a été assez difficile, je vais vous dire, être juif de gauche en ce moment, c'est compliqué. Et en fait, je crois que vraiment, j'ai fait un voyage qui a été particulièrement difficile pour moi en 2023, en mai 2023, où je suis retournée, je dis retournée déjà, je fais un lapsus, je n'y étais jamais allée, je suis allée en Pologne et j'ai fait des recherches pour retrouver aussi les traces de ma famille qui en grande partie a été décimée, et je pense que cette espèce de questionnement sur les questions raciales autour de la question de la judéité, elle s'est aussi heurtée à ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on vit depuis octobre 2023, de ce qui se passe à Gaza et de toutes les difficultés qu'on a en tant que militante féministe de gauche à trouver un équilibre entre tout ce qui se passe, à être juste, à rester inclusive, à rester ouvert, à rester curieux, enfin bref. Je passe les détails. Mais du coup, je pense que ce qui m'a intéressée vraiment dans le bouquin, et là j'étais déjà presque à la fin de l'écriture du livre, en tout cas j'étais bien avancée dans la réflexion, c'était justement de faire le lien entre notre mal-être militant et ce qu'on combat des systèmes patriarcaux, des systèmes racistes et aussi du système capitaliste, et de se dire finalement il y a beaucoup de choses qu'on reproduit dans les espaces militants. Et donc moi j'amène ma perspective personnelle en tant que femme juive qui a travaillé dans des espaces militants hyper capitalistes, mais aussi je parle avec d'autres personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon militantisme qui ont des perspectives différentes aussi, que ce soit genre, race ou classe. Et donc faire ce lien pour moi entre mon expérience personnelle et une expérience collective du militantisme, c'était aussi mon but avec ce livre. Donc vous verrez si vous le lisez que je parle à la fois de moi et aussi des autres autour de moi et aussi des systèmes dans lesquels on s'insère. Et je pense que c'est la réflexion féministe qu'on doit avoir, et je crois qu'on en a beaucoup parlé avec Anne, de toujours... on a tendance à dire oui mais c'est le système, sauf qu'en fait si on oublie les individus dans le système, on ne change pas le système, et donc on a besoin de considérer ces deux aspects, et donc c'est dans ce format-là que le livre est pensé. Merci beaucoup. Mais non, mais c'était super, et je trouve que ça fait une super transition, Stéphie, si tu veux venir t'asseoir là, justement, pour faire résonner d'autres individus dans d'autres systèmes. Donc on voulait t'entendre à la fois sur toi, ton parcours de militante, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à être active dans Énergie de Nantes, et peut-être nous raconter aussi quelle est la genèse de Énergie de Nantes et comment toi tu t'insères dans ce projet.
Moi, c'est Stéphie. À la base, je suis militante climat. Donc, vous pouvez le voir là. C'est la porte d'entrée, en tout cas, pour moi. Donc, j'ai milité à Alternativa et à Action non violente COP21. Donc, j'ai fait des actions et je fais toujours de temps en temps des actions pour le climat et l'environnement. Comment je me suis retrouvée ici? En fait, c'est en 2020, il y a eu les municipales. Et donc il y a un mouvement qui s'appelle Nantes en commun qui a présenté une liste municipaliste. Pour qui ça parle pas, c'est l'idée de faire de la démocratie directe à l'échelle municipale. Je résume, hein, mais voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça avait du sens de s'impliquer dans les municipales. Il y a eu Nantes en commun avant que j'arrive moi dans le mouvement. Il y avait eu des enquêtes en fait. Et donc l'idée c'était de construire le programme sur des enquêtes habitantes. Et donc il y a eu une enquête sur l'énergie en particulier. Et donc qui a rassemblé pas mal de personnes, à la fois des habitants et habitantes et des experts de l'énergie pour dialoguer, etc. Voir qu'est-ce qui pourrait répondre au mieux en fait aux besoins des habitantes sur l'énergie, etc. Et donc c'est de là qu'est sortie en fait cette idée de faire un fournisseur d'électricité local qui aurait en fait, qui serait pas juste un fournisseur d'électricité, mais qui répondrait justement aux besoins liés à l'énergie. Les personnes du mouvement auraient la main en fait sur la production d'énergie, sur la fourniture d'énergie, sur les prix, et puis pourraient répondre aux problèmes par exemple de surconsommation. Et tout ça. Donc c'est de cette enquête qu'est née cette idée-là. Et donc Nantes en commun a porté lors des municipales dans son programme, voilà, dans l'idée on pouvait faire un fournisseur à l'échelle municipale, comme ça avait été fait d'ailleurs à Barcelone, Barcelona in Comú, je ne sais pas si ça parle, une liste municipaliste qui avait mis en place ce genre d'initiative. Et donc on n'a pas été élu, on est passé de peu à avoir des sièges, mais voilà, il s'est pas passé. Et du coup on s'est dit, juste après les municipales, on s'est dit on va le faire quand même, mais en dehors des institutions. Donc c'est un peu comme ça qu'est née l'idée de faire Énergie de Nantes en tant qu'association indépendante. Donc oui, parce que je reprends aussi en même temps un peu l'historique. Vous avez un petit graphique sur le mur qui reprend l'historique. Et donc en 2021, on a créé l'association. Entre-temps, il y a eu Covid. Donc l'objectif, c'était d'être fournisseur d'électricité. Oui, pourquoi être fournisseur d'électricité aussi? Parce que c'est la porte d'entrée. Tout le monde chez soi a son contrat d'électricité, doit payer ses factures d'électricité tous les mois. Et on s'est dit, c'est le meilleur moyen pour aller parler d'énergie à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça de créer un fournisseur d'électricité, parce qu'en fait il faut un agrément du ministère de l'énergie. Ça a été un peu le parcours du combattant pour avoir cet agrément. Donc on a fait une première demande en 2021 qui nous a été refusée parce qu'il y a aussi eu la crise de l'énergie à ce moment-là, la guerre en Ukraine, l'augmentation, la flambée des prix sur les marchés européens. C'était du coup plus compliqué d'avoir cet agrément parce que en fait, il y a beaucoup de fournisseurs aussi qui se sont retrouvés en difficulté et tout ça, et donc ils se sont dit on va faire attention à qui on donne cet agrément. Et là, nous, avec notre petite association, déjà, c'était la première fois qu'ils voyaient une association qui était fournisseur d'électricité. Et nous, on tenait à rester associatif pour que, justement, cette idée que ça n'appartienne à personne et que ce soit à but non lucratif. Et aussi, on était tout petit, quoi, donc on n'avait pas de moyens. On avait dû faire une levée de fonds, mais bon, on ne connaît pas de milliardaires, malheureusement. donc voilà, en gros, la réponse qu'ils nous ont donnée, c'est vous n'avez pas les reins solides économiquement. Et du coup, c'est pas grave, on s'est pas découragé. On a recommencé, on a refait une demande. Entre-temps, on a trouvé d'autres producteurs, un producteur d'électricité éolienne, qui nous a fait confiance, et voilà, et du coup on a eu un projet plus solide
Et du coup, c'est passé la deuxième fois. Donc, et en plus, enfin bref, on a eu aussi des personnes qui ont cru en nous au sein du ministère et qui ont fait qu'on a pu avoir cet agrément. Donc là, je crois qu'on arrive en... Je passe vite les détails parce que en 2023, l'agrément. Et entre-temps, on a fait aussi des actions de lutte contre la précarité énergétique, notamment dans un quartier populaire de Nantes, pour pousser le bailleur à faire des rénovations énergétiques des bâtiments dans le quartier. Je l'aborde aussi là maintenant parce que c'est aussi le sujet, c'est que à Nantes en commun, il y a eu aussi des gros problèmes en 2023. On a dû faire face à des violences sexistes et sexuelles. Donc, il y a eu aussi toute cette période qui était très compliquée à gérer. Et on a refondu une nouvelle équipe Énergie de Nantes du coup fin 2023. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Et du coup, on a relancé la machine fin 2023 et on s'est lancé officiellement. On avait fait les premiers contrats d'électricité en avril 2024. Voilà. Ça va bientôt faire 1 an qu'on a les premiers contrats. Et donc c'est écrit là, au 31 mars, vous allez accompagner 1 millier de personnes, c'est ça? 1 millier qui ont leur électricité qui arrive de l'énergie de Nantes. Grâce à un moulin dont vous êtes aussi copropriétaire et un fournisseur d'énergie éolienne. Voilà, il y a à la fois le fournisseur éolien, mais aussi nous on a notre moulin, un moulin à eau qui est proche de Clisson et donc qui produit de l'électricité. Enfin, qui est à nous, quoi. Donc on en est assez fiers aussi, effectivement. Merci beaucoup. Et Stéphie, parce qu'il y a plein d'éléments qu'on va retrouver après sur la question de l'argent, des coalitions, avec qui on fait des coalitions, quelles sont les questions de gouvernance, enfin voilà. Donc je pense que ça plante pas mal le décor entre le livre et le concret d'un engagement militant. Peut-être dans un deuxième temps, j'avais envie justement de venir... Alors, tu as cette expression, enfin je vais le lire parce que ça m'a tellement parlé, parce que je me suis tellement reconnue dans cette phrase. Donc tu parles des petites rabougries. Et donc dans page 12 de l'introduction, tu dis « Les petites rabougries ne sont pas généreuses, elles n'aident pas le collectif à aller plus loin, elles s'attachent à se sentir mieux, elles s'accrochent au peu de pouvoir et de contrôle qu'elles ont pour pouvoir respirer un peu. Les petites rabougries font souvent partie des raisons pour lesquelles nos collectifs deviennent si douloureux, en plus d'être inefficaces. » Alors je vous lis ça, et ensuite tu dis que on s'est toutes et tous senti à un moment une petite rabougrie, quoi. C'est-à-dire, c'est la partie de notre ego ou un petit rabougri. C'est vrai que tu le genres au féminin parce que tu parles à partir de ton point de vue. Et puis, tu parles de Sophie Banks et tu dis, en écoutant Sophie Banks, j'ai fait le lien avec mon expérience de la rabougrie et je me suis sentie confortée dans l'idée qu'on ne peut pas penser un système sans penser aux individus, ce que tu disais tout à l'heure. C'est en racontant mon expérience de rabougrie et d'autodénigrement à mes proches que je lui fais perdre tout son effet. C'est la prise en charge collective de mon traumatisme qui m'ouvre un chemin de retour, grâce auquel je vais pouvoir éviter de générer une violence supplémentaire dans les groupes dans lesquels j'évolue. En lisant ça, j'ai noté dans mon bouquin, je me suis dit, est-ce que c'est pas ça la définition d'un safe space? Ouais. Cet espace dans lequel on peut revenir à soi en disant les choses. Voilà, donc j'avais envie de t'entendre là-dessus, et après je rebondirai sur l'amour dans tout ça, parce que l'influence de Bell Hooks. Oui. Merci d'avoir cité ce truc. J'étais un peu en mode... Elle va lire devant tout le monde ce que j'ai écrit. J'ai encore un peu ce sentiment parce que c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses que j'ai un peu honte, donc j'ai un peu honte et je pense que c'est d'ailleurs pour moi la première étape pour essayer d'avoir des collectifs sains, c'est qu'on arrête de se dire nous on est super, le problème c'est les autres et d'arriver à prendre en charge notre propre rabougrie. Donc voilà, j'ai pris cette image parce que je la compare à la solaire. Je dis voilà, des fois, en fait, je sens que... Bon, je vais pas mordre trop sur Bell Hooks, mais je sens que j'ai vraiment des fois en moi ce truc hyper abondant et genre j'aime trop être dans les collectifs et j'ai envie d'aider tout le monde et genre c'est génial et je me dis il y a tellement à faire et en même temps on a tellement à partager et il y a des fois je suis en mode genre non, je ne vais rien dire, je ne vais rien partager, je vais rester dans mon coin. Et en fait, je pense que cette expérience-là, alors je dis pas que tout le monde la vit, mais franchement, des conversations que j'ai eues avec quand même beaucoup de militants, beaucoup la ressentent. Et en fait, ce rabougri ou cette rabougrie, je pense qu'il faut en parler parce qu'en fait, elle vient pas de nulle part.
En fait, quand on est rabougri, c'est parce qu'on ne croit pas à l'abondance, on ne croit pas à l'abondance des ressources, on ne croit pas à l'abondance de l'amour, on ne croit pas à l'abondance du lien. On se dit qu'on n'aura jamais assez. Et en fait, combien d'entre nous, soit pour des raisons purement financières et économiques, mais aussi pour des raisons émotionnelles, et on va parler de Bell Hooks, on n'a pas assez. On a grandi dans une idée de précarité, en fait. Et je crois que dans nos collectifs, parfois, on vient chercher ce qui nous a manqué aussi dans nos vies. Et donc on peut être en approche un peu de prédation, c'est-à-dire qu'on va se dire, bah voilà, par exemple, moi je suis dans une famille, d'ailleurs j'ai amené le livre pour que mon père le lise, mais j'ai trop peur qu'il le lise, mais moi j'ai quand même grandi dans une famille où c'était extrêmement violent, où et mon père a contribué à ça, et où du coup j'avais pas de place, et j'étais un peu en mode petite souris pour pas faire de vagues, etc. Et en fait, je sais que j'arrive dans le collectif souvent en me disant, je vais retrouver de l'amour, je vais retrouver de la cohésion, je vais retrouver de l'appartenance, et puis bah du coup quand il n'y a pas, je me dis alors comment moi je fais mon petit truc à moi pour être sûre que je retrouve bien de ce dont j'ai besoin. Et donc c'est ça moi que j'appelle la rabougrie, c'est quand on n'a pas, quand on se laisse submerger en fait par nos traumatismes quels qu'ils soient, qui nous font croire qu'en fait on ne peut être aimé, on ne peut exister dans un groupe que si on capte un maximum de trucs et si on protège en fait son petit précaré. Alors que le propre de l'action collective efficace, c'est justement la mutualisation, le partage, l'abondance, etc. Voilà. Et je voulais rebondir là-dessus parce que en te lisant, j'ai retrouvé Bell Hooks, donc on en avait parlé parce que j'ai découvert All About Love en 2022. Il n'est jamais trop tard pour découvrir des trucs. On se connaissait à ce moment-là et je travaillais sur l'amour comme vertu politique. Et je trouve que j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus parce que Bell Hooks traverse ce livre. J'aimerais que tu nous expliques toi comment tu l'as découverte et comment en fait ça t'a aidé à politiser les émotions, qu'est-ce que t'en as fait et peut-être comment ça a influé sur ta définition de l'activisme. Alors je vous la lis aussi parce que je trouve qu'elle est super, enfin voilà, tu dis, alors ça c'est pas de toi, tu le cites après, hein. L'activisme est quelque chose à offrir, pas à accomplir. J'aime cette magnifique phrase de Satish Kumar, un militant pacifiste pour le désarmement nucléaire. Il résume parfaitement ce qui fait défaut dans notre militantisme et comment nous pouvons y remédier. L'activisme, c'est remettre en question sa place dans le monde et l'usage que l'on fait de son pouvoir. En ce sens, l'activisme est ce que l'on s'offre à soi et aux autres, une manière d'être au monde entre responsabilité et solidarité. Putain, j'ai écrit ça. Je ne pas. Et donc voilà. Quel lien tu fais avec Bell Hooks, l'afroféminisme voilà. Alors moi j'ai un syndrome de l'imposteur plus et des fois quand je me relis je me dis j'ai écrit ça, je me dis c'est bien. Pardon, ça va peut-être paraître pas humble mais c'est ok, c'est tout à fait ok. Donc première partie de ta question, tu me disais, excuse-moi. Le rôle de l'amour dans tout ça. Ouais. En fait, on voit bien qu'il y a cette histoire de l'amour et tu dis que tu sais que tu vas passer pour une bisounours ou pour quelqu'un de très naïf. Et voilà, et du coup, j'aimerais bien que tu... Comment tu as découvert Bell Hooks ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Quel rôle ça a joué dans la politisation des émotions et dans ta conception de l'activité ? Donc moi, dans le livre aussi, je parle d'une autre image. Ce que je sais, c'est le bisounours, mais on en a parlé 1000 fois, toi et moi. Où je crois que j'ai eu un peu 3 phases dans ma vie. J'ai eu la phase dans mon enfance et dans mon éducation quand même. J'ai eu une mère qui est quelqu'un de très très empathique, presque trop, quoi. C'est quelqu'un d'émotionnellement... je sais pas comment dire, qui reçoit énormément, qui donne énormément, et je pense que ça me l'a transmis, et donc j'avais ce côté faire le bien dans le monde, quoi. En plus, que ce soit la culture juive ou la culture catho, parce que j'ai un mix des deux, il y avait aussi quand même beaucoup dans ma famille, d'ailleurs plutôt chrétien que catholique, il y avait quand même cette idée du don, d'être là pour le monde, d'être là pour les autres, mais pas du tout politisé. Et donc j'ai ma deuxième phase de politisation, après avoir vécu des violences et avoir conceptualisé que c'était des violences aussi, parce que je savais pas trop ce que c'était au départ. J'ai eu ma phase un peu énervée, quoi, j'avais envie de tout péter, j'étais là genre fuck, pardon, excusez-moi. Mais bon, j'étais vraiment dans ma phase vraiment de rébellion et genre j'avais vraiment envie de tout cramer. Et donc c'est là où j'ai commencé à être dans des mouvements féministes où j'ai vraiment pas voulu accorder le pardon, j'avais envie d'être en revanche, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis sentie vraiment épuisée et j'ai senti que la bisounours, en fait, elle était plus centrale dans ma vie que la vénère. Et donc, je me disais, mais comment je réconcilie, en fait, à la fois cette colère et cette envie de changer les choses avec ma nature profonde de bisounours. Et du coup, maintenant, je dis que je suis la phase bisounours with a plan. Donc, bisounours avec un plan, c'est-à-dire complètement consciente de la réalité de nos oppressions, etc. Et en même temps, centrée à la question de l'amour, la question du soin.
et dans notre militantisme. Et je vais juste dire comment je suis arrivée à Bell Hooks. Moi, comme beaucoup de choses que j'ai découvertes, j'ai pas fait d'études. En fait, j'ai appris un métier, quoi. Donc, j'ai pas fait d'études, j'ai pas lu de littérature, j'ai pas fait de sociologie, j'ai pas fait de sciences politiques, etc. Donc, beaucoup des choses que j'ai ressenties, je les ai pas forcément apprises au départ. Et donc, moi, ça m'a aidé de découvrir, par le biais de ma politisation dans les milieux féministes, que ce que je ressentais, en fait, ça avait été théorisé, parlé, etc. Donc, je suis arrivée à Bell Hooks, je t'avoue, je sais plus du tout comment, mais probablement entendu parler de son travail dans des espaces féministes, et quand je l'ai relu, je me suis dit en fait ce que je pense c'est pas juste un truc de bisounours, en fait c'est une utopie politique qui a été théorisée par une personne exceptionnelle, une militante incroyable, etc. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivée, et je pense que pour moi ça a été hyper difficile parce que c'est de ce dont je parle aussi pas mal dans le livre. Je pense que dans le militantisme on a quand même une culture guerrière, on a quand même une culture de l'opposition, on a une culture aussi de l'écrasement. Et on peut se poser la question en quoi on reproduit une culture patriarcale, une culture capitaliste, une culture de suprématie blanche. Je vais répéter ça plusieurs fois, vous allez voir. Et que du coup, pour moi, c'était presque, n'étant pas politisée dans des espaces... moi, je me suis politisée entre pétitions sur Change.org avec des gens qui ne sont pas des militants professionnels, et manifs, et Instagram, etc. Donc, j'ai pas été, par exemple, j'ai jamais été dans un parti politique, j'ai pas eu de formation comme beaucoup de gens qui s'engagent dans des trucs genre la LCR, je sais parce que je vois qu'il y a une affiche là. Donc, en fait, pour moi, il y avait presque une espèce d'incompréhension entre ce que je voulais être et ce qu'on disait vouloir faire et la manière dont on fonctionnait. Mais comme j'avais pas confiance en moi, que je me disais que j'étais pas vraiment militante, je me disais que peut-être que j'avais juste rien compris, et ça m'a pris du temps en fait à me dire en fait j'ai envie d'assumer cette posture de militante pas militaire, d'activiste engagée, et de se dire qu'en fait on n'a pas besoin de se maltraiter les uns les autres pour être des gens radicaux. Je pense que ça c'est vraiment un enjeu qu'on a en ce moment, c'est de faire la différence entre des idées radicales, voire des modes d'action radicaux, et la question de la rigidité, de la violence, de la binarité qu'on peut aussi beaucoup voir dans le militantisme. Merci beaucoup, c'est très clair. J'avoue, je me souviens plus si vous vouliez rebondir sur cet item. Non, on peut pas. Edith non plus, c'était l'après. Hein. Ok. Et puis je vois le temps qui passe et je pense que la salle aura plein de trucs à dire. Donc voilà. Justement, dans cette logique d'abondance des liens, d'avoir une approche plutôt abondante, et on a beaucoup parlé aussi, toi et moi, du cadrage narratif positif plutôt que du cadrage narratif en résistance. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi dans le livre, c'est tout ce que tu développes autour de la logique de coalition. Tu défends beaucoup ça, en disant que finalement, la logique de coalition, c'est se dire il y a plusieurs types de structures, à plusieurs échelles, avec plusieurs types de préoccupations. Il y a des groupes animés par les premiers concernés qui, en fait, sont parfois petits, à une échelle géographique très locale, mais qui auront toujours une mesure d'impact au regard des financeurs nazes par rapport à ce qu'eux veulent défendre dans leur rapport RSE, mais qui, en fait, en termes de génération d'abondance de liens et de dissémination, voilà. Et à côté de ça, on a des grosses ONG qui pourraient aider. Tu dis justement sur ce travail de coalition que voilà, des ONG internationales, des organisations politiques pourraient mettre leurs ressources à disposition de collectifs locaux non affiliés qui s'organiseraient localement et développeraient leur pouvoir politique pour contribuer à leur niveau à faire avancer des sujets clés pour ces organisations. Je trouve ça hyper intéressant, c'est quelque chose qu'on entend peu, souvent, dans la philanthropie, les collectifs militants. Pourquoi, selon toi, c'est plus efficace ? Est-ce que tu peux un peu, pour le coup, nous résumer les différents éléments d'efficacité ? Et après, on entendra, je ne sais plus si c'est Sarah ou Edith, sur ce sujet. Ouais, tu as un peu touché au pourquoi c'est plus efficace, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est que je pense que plus nos organisations sont petites, plus elles sont a priori inclusives. Enfin, c'est bête, mais à un moment donné, quand on est nombreux, il faut mettre en place des structures, etc. Donc on a plus de risques, entre guillemets, de laisser des gens sur le carreau que quand on est plus petit. Quand on est, comme tu dis, avec des personnes concernées, alors moi, cette expression, j'ai de plus en plus de mal, parce que concernées par quoi ? Enfin, tu vois, il y a un peu un truc qui me gêne, mais en gros, préfère dire des personnes affectées par les problématiques sur lesquelles elles agissent, parce que je trouve que c'est plus précis, et en plus...
Ouais, bref, voilà. Et donc, quand on est concerné ou affecté par les problématiques, on a aussi un rapport on a une expérience, un vécu qui fait qu'on va aller beaucoup plus facilement parler à des gens qui ont la même expérience et le même vécu. Donc, en gros, vous préférez parler à une voisine, à un voisin qui a le même problème que vous, plutôt que d'entendre Oxfam qui vous dit « Vous avez ce problème, madame ». Donc, voilà, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on est... alors, j'ai envie de le dire... plus particulièrement parce qu'on est dans une période fasciste, voire pré-fasciste en fonction de là où on vit et de qui on est, parce que je pense qu'il y a des gens qui vivent le fascisme depuis beaucoup plus longtemps que les blancs bourgeois. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir, dans ces périodes fascistes, en fait, une décentralisation de nos organisations pour avoir une meilleure résistance. Enfin, c'est évident, quoi. En gros, est-ce qu'il va falloir taper sur 10 grosses ONG en France pour détruire le tissu associatif, ou est-ce qu'il faut taper sur... une centaine, un millier d'organisations locales très décentralisées. Et puis la dernière raison, c'est aussi parce qu'en fait, plus on a de modes d'action différents, et plus on a de sujets d'engagement différents, plus on est aussi divers, résilient. C'est un peu comme, moi je prends l'exemple des écosystèmes, en écoféministe que je revendique aussi maintenant. Finalement, on sait que la monoculture, ça détruit les sols, et on sait que la culture diversifiée, ça enrichit les sols et ça produit mieux. Et dans nos collectifs, c'est la même chose. Si on fait tous pareil d'une certaine manière, en fait, on perd de notre efficacité, on perd de nos apprentissages. Donc moi, c'est pour ça que je pense que la coalition, elle est importante, et aussi parce qu'il y a une réalité, c'est qu'en fait, c'est impossible. Enfin, même si on le voulait, on ne pourrait pas vraiment tous faire tout ensemble. C'est pas possible. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que le mouvement social aussi parfois galère. C'est qu'en fait, on veut être tous d'accord sur un même truc et avoir tous le même plan d'action. En fait, ça n'arrive pas. Par contre, on peut partager des objectifs qu'on peut, à notre niveau, de différentes manières remplir. Donc voilà, c'est pour ça que ça me semble important. Et après, qu'est-ce que ça veut dire une coalition ? Je vais juste finir là-dessus parce que je pense que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup d'assos qui collaborent et qui croient être en coalition. Donc collaborer, c'est pas exactement la même chose, et moi j'insiste pour dire, en fait, la différence pour moi dans la coalition, c'est de se dire qu'à la fois on a des objectifs communs, mais surtout on partage nos ressources. Et c'est un peu le problème quand on dit oui, on collabore ensemble, en fait chacun garde bien son petit pouvoir, son petit précaré. Pour moi, la coalition, c'est vraiment l'idée d'aller beaucoup plus loin et de passer à une mutualisation et pas juste à une coordination. Pardon. C'est marrant, enfin deux choses, mais je pense qu'on pourra en reparler après avec tout le monde, mais je pense que c'est un peu ce que tu as fait avec My Voice, My Choice, et aussi sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Et c'est drôle parce qu'en éducation, je bosse dans l'éducation nationale, on ne dit pas coalition, on dit coopération. Enfin, moi j'ai toujours dit en tant qu'enseignante, collaborer c'est faire ensemble ce qu'on pourrait faire tout seul, mais en fait c'est plus simple, tu vas un peu plus vite. Coopérer c'est faire ensemble des choses que tu pourrais jamais faire tout seul. Donc c'est marrant, coalition, coopération. Enfin, voilà. Edith, si tu veux rebondir là-dessus, et justement peut-être en écho à ce que disait Stéphie sur la logique de coalition, comment vous menez ça à Énergie de Nantes Énergie de Nantes, c'est une association, comme tu l'as dit Stéphie, mais c'est surtout un commun. C'est-à-dire que ça appartient à toutes celles et ceux qui le font vivre à différentes échelles, à différents endroits, et donc du coup c'est l'idée que effectivement les personnes qui le font fonctionner sont aussi il y avait différentes panneaux, je sais plus typiquement là à différents endroits, mais aussi on va être en lien avec d'autres communs dans la mesure du possible, et il y a une partie sur la subsistance dont parlera peut-être Sarah plus tard, qui est que voilà, on n'est pas juste un fonctionnement d'énergie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement beaucoup plus global qui prend en compte. Alors c'était parti avec notre en commun au départ où il y avait cette idée des communs, mais on reste toujours en lien avec les personnes qui s'occupent du champ par exemple, et donc on a un projet éventuellement, c'est en train de se discuter d'échange de services. En fait, on a des watts, vous avez des légumes, on peut faire des choses ensemble. Après, c'est les mêmes camarades depuis le début, enfin, c'est pas perdu de vue pour autant, même si notre en commun a disparu. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui concerne EDN, après, comme disait Stéphie aussi, elle vient d'un certain mouvement militant, et c'est le cas pour toutes les personnes qui composent EDN. La plupart du temps, on a eu diverses trajectoires avant d'arriver ici. Et puis, on a plus ou moins soit laissé tomber, soit continué à garder des liens.
Là, je juste pas mon petit point de vue parce que je suis typiquement une personne qui sait pas dire non en fait. Dès qu'il y a un truc intéressant à différentes échelles, hein, qu'il s'agisse du centre socioculturel en bas de chez moi, comme je l'appelle, ou EDN, ou un mouvement politique avec une visée électoraliste, ou enfin, parfois les casquettes sont difficilement compatibles. Hein. J'ai pu être à la fois dans un syndicat et à la fois dans un parti politique, et donc avec différentes habitudes, différents langages, et pourtant des objectifs qui paraissaient être communs. Et j'avais l'impression d'avoir une sorte de charge comme ça, de la convergence des luttes, entre guillemets. Vous savez, nous, dans tel asso, on fait ça. Vous savez, dans tel voilà, parti, syndicat, etc., il se passe ceci, il se passe cela. Ces réflexions-là, elles existent. Et donc, voilà, après, je partage aussi ce que tu disais par rapport à la monoculture, quoi. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé au moment où notre en commun a cessé d'exister, c'est que j'avais pas que ça dans ma vie. Même si à l'époque, je n'avais pas de travail salarié parce que je me consacrais uniquement au militantisme. Bon, en tout cas, pour moi, ça a pu durer un temps. Là, j'ai repris un autre travail, mais salarié. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment consacrée à ça. Je me suis dit, ok, là, ça, c'est quelque chose qui ne tient plus, mais en même temps, j'ai d'autres espaces, d'autres endroits où il y a des discussions qui avancent. Et en même temps, je voyais aussi que dans l'air du temps, enfin, c'est un peu abstrait, ces préoccupations de soins, par exemple, elles arrivaient, que c'était pas juste le fait que NEC explose, que ces discussions-là arrivaient. Non, c'était déjà des réflexions qui avaient lieu à la CGT, et c'est toujours... Là où je suis la CGT chômeur et précaire, c'est toujours des réflexions qui sont en cours avec un groupe féministe que je rejoins demain pour essayer de faire bouger les lignes de l'intérieur sur ces questions-là. C'est d'autres collectifs où, justement, après avoir vécu, on avait parlé de Sainte-Soline tout à l'heure, où tout à coup on s'est rendu compte que les médics sur le terrain, ça suffisait pas. Il y avait aussi des médics psy qui étaient nécessaires pour aller débriefer après. Et donc toutes ces préoccupations-là, elles commençaient à émerger un peu partout. Donc c'est super de pouvoir passer de l'une à l'autre en disant, mais en fait, voilà comment on procède dans tel collectif, voilà ce que j'ai à partager de ce que j'ai déjà vécu, ou voilà mes points de vigilance aussi par rapport à des expériences qui ont pu être difficiles. Donc finalement, c'est un peu un rôle de passeur, de conserver le lien en essayant d'accélérer un petit peu ce genre de réflexion qui, pour moi, me paraissent absolument nécessaires. Et donc, parfois, c'est compliqué parce que c'est épuisant de ne pas savoir dire non et d'être dans plein de projets en même temps. Et il y a un côté un peu petite abeille qui passe d'un truc à l'autre sans forcément être au cœur du sujet, à approfondir, etc. Mais c'est notre mission, finalement. Et donc oui, et c'est là que je me dis que des fois, je nourris ces tentatives de coalition. C'est qu'en fait... parfois, un tel de tel collectif va m'appeler pour me dire, mais il paraît que tu es dans un fournisseur d'énergie, mais c'est quoi cette histoire? Mais comment ça, ni nucléaire, ni actionnaire, mais ça m'intéresse non plus. Et voilà, on arrive à ramener comme ça, et juste le début de la porte d'entrée de quelque chose, et si ça peut être juste ça, moi ça me va très bien. Et donc oui, moi j'ai espoir qu'avec ces manières de fonctionner, on puisse arriver à cette coalition dont tu parlais. Je trouve ça... Vas-y si tu veux rebondir. Mais Non, vas-y. je trouve ça hyper intéressant et encore une fois, c'est fait sans trucage, mais ça marche, donc c'est cool, c'est cohérent. Ce que tu dis aussi, et ça m'amène au point suivant sur cette idée de gouvernance et de aussi comment dans la gouvernance on crée du soin, et donc comment on fait évoluer les gouvernances des différents collectifs aussi à travers des phénomènes de coalition, comment en fait ça vient... comment on dit, pas engrammer, mais enrichir, fertiliser. En fait, comment ça, en écoféministe aussi, comment ça fait de la fertilisation croisée, comment on fait une forme de permaculture aussi à travers la coalition. Et je trouve que ce que tu décris, en fait, aussi, c'est un rôle qui a souvent été un peu minoré dans les collectifs, ce rôle de fertilisateur ou fertilisatrice, en fait, de pollinisateur, pollinisatrice. C'est-à-dire, on sait très bien que si les abeilles meurent, on ne mange plus, pourtant on ne les protège pas très bien. Et c'est pareil, je trouve, dans les liens humains, c'est-à-dire que c'est ce que tu décris aussi, ce rôle de pollinisateur ou pollinisatrice qui vient en fait amener des éléments dans d'autres gouvernances, et c'est l'avant-dernier axe que je voudrais qu'on puisse aborder, justement, sur cette logique. Tu évoques beaucoup de choses autour de la gouvernance et de comment rénover la gouvernance, enfin, ou faire évoluer la gouvernance des collectifs, permet de prendre soin, tout en étant très lucide aussi et clairvoyant sur le fait que c'est pas que la gouvernance, enfin, c'est pas une technique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on met un process, justement, et que ça va garantir que les choses vont bien fonctionner. Et en fait, je trouve qu'il y a un peu 4 éléments de cette gouvernance que tu traites.
la question de la structure en elle-même, de sa taille, etc. La question du rapport au pouvoir, qui n'est pas exactement la même que celle du rapport au leadership. C'est-à-dire la concentration ou pas du pouvoir, la question du leadership et donc de l'incarnation, et puis aussi la question du financement. Alors sur la question du financement, je pense que je laisserai plein de questions se poser parce que de façon très égoïste, j'ai déjà entendu Sarah beaucoup parler de ça et je pense que vous aurez plein de questions plutôt que de déflorer vos questions. Je pense que vous en aurez plein d'expériences. Mais voilà, j'aimerais bien que tu nous parles de ça et j'ai trouvé ça très intéressant. Et là, je vais juste faire une incise, mais ce que moi je trouve très intéressant, c'est aussi l'angle mort, et on en parlait avant que tu arrives, l'angle mort de cette réflexion dans les collectifs militants qui, moi, en tant qu'engagée pour le service public à 23 ans, ayant fait le choix d'aller enseigner après une grande école, pour le coup, me semble être un angle mort des collectifs militants, où souvent, dans les collectifs militants, j'ai vu des gens inventer des trucs en me disant, mais en fait, ça, normalement, ça devrait être l'essence même du service public financé par l'impôt. Et voilà. Et j'en ai la chair de poule quand je le dis. Donc c'est que vraiment, voilà. Donc service public. Mais non, mais parce que c'est quand même le plus beau truc, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ouais, et voilà. Donc bref, je partage ton enthousiasme. Voilà. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces 3-4 éléments, structure, pouvoir, leadership, financement, qui contribue à créer ou à ne pas créer de soins. Ouais. D'abord, le premier élément, je pense que... Alors, je ne sais pas dans la salle si vous êtes dans des mouvements plus réformistes. Moi, j'appelle ça réformiste, c'est-à-dire qui travaillent à faire du plaidoyer, machin, ou si vous êtes plus dans des mouvements autonomes ou, je sais pas, anarchistes, etc. Donc, je ne connais pas le... Mais je pense que c'est assez intéressant parce que moi, du coup, j'ai fait un peu le travail d'aborder la question de la structuration, etc., de ces points de vue qui peuvent paraître hyper opposés. Et donc je traite de ça dans le livre en opposant en fait souvent deux problématiques qu'on va avoir. Soit la concentration du pouvoir d'un côté, soit la tyrannie de l'horizontalité de l'autre. Et donc les deux en fait sont c'est-à-dire que quand on a une approche qui va être très structurée, souvent on reproduit des modèles hiérarchiques parce qu'en fait c'est aussi beaucoup ce qu'on a connu. Enfin, je veux dire, on va commencer par la cellule familiale, hein, et là, coucou patriarcat, avec une personne qui décide de comment les autres vont s'organiser, etc. Et en fait, on a vraiment hérité de ce modèle-là de la hiérarchie comme seul modèle d'organisation sociale. Alors c'est moins vrai quand on est dans des organisations autonomes parce qu'il y a plus une culture probablement un peu différente, mais dans la plupart des associations dans lesquelles j'ai été, il y a un conseil d'administration, il y a un DG ou un directeur ou un coordinateur en fonction de comment on l'appelle, et puis après, voilà, on se répartit un peu comme ça. Donc, d'un côté, il y a ça qui souvent crée de la concentration du pouvoir, parce que finalement, il n'y a pas de possibilité de remettre en question plein de choses. Et de l'autre côté, il y a cette tyrannie de l'horizontalité que moi, j'ai beaucoup vu dans des mouvements. J'ai pas mal bossé avec des gens qui étaient dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, où c'était genre, non, il n'y a pas une tête qui dépasse, il n'y a pas de leader, il ne faut absolument pas que quelqu'un décide, etc. Et du coup, il y a une difficulté qui est qu'en fait, l'organisation collective, elle a quand même un intérêt, c'est qu'elle permet aussi d'atteindre des objectifs, d'être plus efficace, etc. Et donc dans cette idée-là, je pense qu'il y a plusieurs choses à réfléchir. La première, c'est comment on invente des modèles d'organisation qui ne soient pas hiérarchiques. Donc je parle de la sociocratie. Je dis que ça m'énerve parce que je déteste ce mot et que... En fait, je me suis pas intéressée à la sociocratie pendant super longtemps parce que juste les gens qui en parlaient, j'étais là genre... Et parce que souvent, moi, ceux qui m'en ont parlé, c'était des ingénieurs en mode c'est un process. Ouais, non mais grave. Et puis surtout, moi j'ai bossé du coup chez change.org et ils étaient là, non mais c'est une méthode agile, lean et tout. J'étais là, non, je ne veux pas me rapprocher de ça. Mais du coup pour le livre, je me suis dit je vais quand même creuser le truc, et en fait en creusant... Tu défends l'idée que c'est un... C'est un modèle anarchiste issu du mouvement punk féministe américain. Je n'invente pas ça, c'est vraiment ce qu'ont prouvé mes recherches pour le livre. Et donc en fait, c'est cette idée que finalement, on est plus dans à la fois la prise de décision collégiale et collective, une prise de décision qui ne se fait pas au consensus mais au consentement, pour ceux d'entre vous qui ont déjà bossé sur la sociocratie, mais aussi une approche qui est on essaye, on rate, qui est beaucoup plus efficace pour la plupart des collectifs. Donc voilà, je parle un petit peu de ça et des choses qu'on peut essayer. J'avoue qu'il y a 1000 autres
process. Mais pour moi, c'est plus une question de culture. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment parler de ça, en fait, dans le bouquin. C'est de dire, en fait, il faut qu'on sorte d'une culture qui est une culture où la structure nous empêche à une culture où la structure facilite à la fois la participation et l'efficacité. Faut que j'aille plus vite parce que tu as trop de points. Non, mais peut-être sur le leadership, parce que je trouvais ça hyper intéressant quand même sur ce truc un peu du charisme naturel, des gens qui émergent, oui. Et comment ça enlève du soin aussi, ça crée des rabougris, voilà. Oui, j'imagine que dans les collectifs dans lesquels vous êtes, il y a une personne qui est genre celle qui est toujours la plus... Hey, let's go! Je vois que les gens se regardent. On a arrêté. Donc moi ce que je dis c'est que pour moi c'est un peu un leadership naturel et sur cette notion je me dispute un peu avec moi-même parce que je sais bien qu'il n'y a rien de naturel dans une société qui est traversée par des mécanismes de structure, de domination, etc. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont plus de capacité à être en posture leader que d'autres par rapport à leur expérience, etc. Mais je pense malgré tout qu'il y a des gens qui ont, pour des raisons qui peuvent être injustes, mais qui ont cette capacité à emmener les autres. C'est une réalité en fait. Il y a des gens qui ont ce truc quand elles parlent ou quand elles nous amènent à nous questionner, là ouais, on veut y aller, enfin je sais pas, il y a quelque chose de fort. Et donc parfois ce qui se passe c'est que de ce leadership naturel, ça débouche sur une concentration du pouvoir. C'est-à-dire que la personne qui est le coach est aussi la personne qui décide de tout. Et ça c'est problématique. Donc moi ce que je défends c'est de dire en fait il faut reconnaître qu'il y a des leaderships naturels, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que la seule valorisation dans nos collectifs c'est pas la personne qui est leader, c'est aussi la personne qui structure, organise, qui pollinise, etc., et que retravailler et revaloriser en fait les autres rôles dans les organisations, ça nous permet aussi de sortir de problèmes de rabougrie où on se dit bah si c'est pas moi le porte-parole, si c'est pas moi qui emmène tout le monde, si c'est pas moi qui prends la parole tout le temps, si c'est pas moi qui est le coach, bah en fait je suis pas vraiment valable dans cette organisation. Donc ça passe par d'abord une discussion collective. Je parle aussi de la question du porte-parole là, mais je vais pas rentrer dans le détail là, mais c'est souvent un truc qui se fait de manière naturelle mais qui doit être discuté en fait. Qui est un bon porte-parole, est-ce que parce qu'il y a des gens qui aiment pas faire ça, mais ils se disent bah non, faut que je sois porte-parole, sinon je vais être personne dans le collectif. Et les gens qui adorent ça, mais du coup on est un peu en mode bon, on t'entend quand même beaucoup, machin. Donc voilà, je passe rapidement, mais je crois qu'il faut se poser la question de qui a cette espèce de leadership pas naturel, mais en tout cas existant, et aussi quel garde-fou on met pour que ce leadership naturel ne devienne pas abusif. Et enfin, le dernier truc que je défends aussi, c'est le fait que dans le militantisme, on a aussi cette idée toujours dans cette idée de transversalité, que tout le monde, alors je sens que je vais me faire des potes là, que tout le monde a le droit à avoir un avis, c'est une réalité, mais surtout que tous les avis sont égaux. Alors, pardon, je vais le dire, mais en fait, quand on milite depuis 15 ans, qu'on a travaillé sur son intelligence émotionnelle, sa capacité à mener des coalitions, savoir faire des stratégies de campagne, etc., en fait, notre point de vue, il peut peut-être, éventuellement, être plus intéressant pour le collectif que celui d'une personne qui vient juste d'arriver. Est-ce que ça veut dire que la personne qui vient juste d'arriver n'a pas le droit d'exprimer son point de vue? Non, hein, bien sûr que non. Mais je pense, et je cite un militant que j'adore qui s'appelle Maurice Mitchell, qui est un militant américain qui organise un collectif qui s'appelle Working Feminist Party, où il dit en fait, il y a une telle sous-représentation des gens dans l'espace politique que des gens qui arrivent dans certains collectifs, ils ont tellement mal vécu leur sous-représentation qu'ils veulent dire bah moi je suis là et en fait moi ce que je dis ça compte et c'est aussi important que n'importe qui. Donc voilà, je questionne en fait dans les questions de leadership la question de l'expérience militante, et c'est pas d'ailleurs une expérience professionnelle nécessairement, hein, c'est juste en fait on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous bossé sur la même chose et en fait ça prend du temps d'acquérir ça. Et donc c'est notre responsabilité en tant que militant d'aider les gens qui viennent d'arriver à développer ce savoir-faire, mais reconnaître que c'est un savoir-faire qui s'acquiert et qui peut devenir d'ailleurs en fait du coup une ressource collective si vraiment on fait en sorte d'apprendre et de partager aux autres. Mais du coup si on est en mode raboukri, on partage pas aux autres. Donc, c'est aussi un des enjeux, c'est qu'en fait des fois on garde aussi notre savoir-faire militant pour nous parce qu'on se dit est-ce qu'après je vais perdre ma place dans le collectif. Donc c'est pour ça que je conclue en disant c'est une question de culture, pas une question uniquement de process, quoi. Sarah, si tu veux rebondir sur tous ces éléments et sur la façon dont justement Edith disait
non, nous on a arrêté avec le leadership existant, naturel, et sur voilà, la façon dont justement vous avez travaillé la gouvernance et d'autres points sur la question du soin et de comment... Bah voilà, Edith l'a nommé, c'est Énergie de Nantes est née dans un mouvement plus large qui a été le terreau de beaucoup d'abus. On a parlé des violences patriarcales, mais en fait il y a aussi eu des abus sur de l'accaparement de pouvoir juridique et financier, des détournements et tout ça. Donc en fait, Énergie de Nantes ayant connu et vécu cette histoire, je pose le mot trauma collectif. En tout cas, c'est très empreint de ça. C'est-à-dire que la manière dont se structure aujourd'hui Énergie de Nantes est basée sur cette histoire. Et en fait, il y a beaucoup de vigilance, de garde-fous qui sont mis en place parce que ce souvenir commun, cette culture commune de ces abus passés. Et donc aujourd'hui, ça se traduit notamment par ce que vous voyez là qu'on est en train de développer. Donc on ne savait pas pour le côté punk féministe, mais toujours est-il qu'on a fait des choix d'organisation par cercle. Soit on n'a pas de chef, soit on n'a que des chefs. On a vraiment une vigilance à ce qu'il y ait des périmètres dans lesquels chaque personne puisse s'épanouir et être décisionnaire avec sa petite équipe à son endroit. Est-ce que tu peux juste nous expliquer feta et grec? Parce que moi voilà. Il y a un cercle feta et il y a un cercle grec. Alors ça c'est pour la joie militante. Non mais carrément, donc moi j'ai faim du coup donc. Ça a commencé avec la grecque qui est la grande réunion d'EDN collective. Donc tous les 2 mois on a la grande assemblée où il y a potentiellement le millier de personnes qui est convié. Heureusement ils ne viennent pas tous au local en même temps. On a la grecque qui est là et plus opérationnelle, donc c'est les personnes qui contribuent plutôt on va dire de manière hebdomadaire plus ou moins, où on vient faire des arbitrages de priorisation ou prendre des temps pour travailler des sujets de fond et donc faire culture commune sur là il n'y a pas longtemps l'équipe FETA, je vous expliquerai après, a proposé un atelier sur le rapport à la thune et au travail. Donc qu'est-ce que ça fait de donner vachement de temps dans un commun, ensemble, quels sont les enjeux, quels équilibres ou déséquilibres ça crée. Et donc l'équipe FETA, c'est les faiseuses de l'équilibre du travail autogéré. Et donc on parle de subsistance, ça c'est un choix d'expérimentation au long cours qui est fait par Énergie de Nantes, de ne pas avoir recours au salariat pour 1000 biais que ça crée dans lesquels je ne vais pas rentrer là. Mais il y a une approche vraiment du commun où on répond à nos besoins de subsistance par nous-mêmes en donnant tous un peu de temps dans ce commun pour produire nos kilowattheures. Et des copains font la même chose avec des légumes et puis après on troque. Mais le fait de se rendre très disponible dans ce commun fait qu'on n'est pas ailleurs à vendre notre force de travail. Enfin voilà, il y a des enjeux de subsistance très larges. Aujourd'hui on n'a pas une fédération de communs qui répondent à tous nos besoins de subsistance. Et donc on fonctionne encore avec des euros. Et donc on a un dispositif en place de demande de rétribution qu'on peut faire au commun. Donc les personnes qui contribuent peuvent rendre visible au commun ce qu'elles font, le volume, la nature. Et y adosser une demande de rétribution qui n'est pas en lien avec un volume horaire, mais qui est en lien avec comment on est situé, comment on a accès au monde du travail par ailleurs, quel patrimoine on a ou pas. Comment on a contribué malgré tout au commun et un peu ce truc de conjoncture personnelle à ce moment-là. J'ai pas pu contribuer beaucoup, mais en fait j'ai quand même le même besoin. Et donc on formule au commun une demande de rétribution qui se traduit par des kilowattheures en premier lieu, parce que c'est ce qu'on sait produire, mais qui peut aussi passer par d'autres natures de remboursement de formation, de matériel, ou choses comme ça. Avec vraiment l'idée de pouvoir rendre accessible le truc, le fait de contribuer à tous, puisque quand on est maman sola, je prends cet exemple-là, on a d'autres enjeux, on a potentiellement une disponibilité moindre, et comment on peut y trouver sa place malgré tout. Et tu disais que vous avez mis en place pas mal de garde-fous, voilà. Donc là, par exemple, celui-là, c'en est un sur ne pas recréer des rapports de domination par le salariat. Enfin, je le formule comme ça de façon un peu simplifiée. Est-ce que tu veux nous parler d'autres garde-fous sur le soin militant que vous avez pu mettre en place ou d'autres pratiques, de rituels, pas forcément des garde-fous, mais... Il y a quelque chose d'assez fort sur la culture antisexiste, c'est le plus assumé, le plus visible, le plus cultivé je pense. On a une approche qui se veut intersectionnelle et on parle de tous les systèmes de domination, mais là où on a un gros focus dans notre histoire, c'est sur la lutte antisexiste.
Donc on a par exemple cette question de la représentation, tu l'as sorti tout à l'heure, c'est un enjeu en fait, le porte-parole là. Et donc nous c'est un gros sujet, comment on travaille, on a des règles relatives à la parité de genre, enfin, pour, et d'ailleurs ce soir, voilà, vous voyez aussi, ça se traduit ce soir aussi. En grande assemblée, là où c'est une communauté plus large, avec pas forcément la même culture militante, on vient rendre visible par exemple les prises de parole, donc, et le nombre de prises de parole et la quantité avec cette question, avec cette lecture genrée, pour petit à petit s'acculturer à ok, qui prend l'espace, comment. Si je sors de la question du genre... il y a plein de choses en fait. Alors, il y a vraiment ce truc de culture commune. Élection sans candidat. Oui, élection sans candidat, pour nommer par exemple l'équipe garante de la subsistance, là, la FETA, elle est nommée en élection sans candidate. Voilà, et on a un certain nombre d'outils qu'on met en place comme ça. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une élection sans candidat? C'est bon? Non. Non. Une élection sans... Bah vas-y. Non, Non, mais... Une élection sans candidat, si je le fais en très résumé, c'est qu'on définit le profil on définit une espèce de fiche de poste, un profil à la fois humain et de compétences des gens qui seraient légitimes, enfin bons dans cette instance. Et après, chacun et chacune va dire du coup, moi, il me semble que Sarah répond à ce profil et je propose Sarah. Donc, il n'y a pas de candidat. Finalement, on choisit sur la base d'un profil qu'on a défini en commun. Voilà. Je peux dire un truc là-dessus? Ouais. Pardon, t'as fini? Vas-y. Non, sur ce truc d'élection sans candidat, alors moi il y a un truc que je traite, c'est que des fois on est bon pour faire quelque chose mais on n'a pas envie de le faire. Donc moi c'est un peu l'histoire de ma vie militante. Comme j'ai fait beaucoup de facilitation, organisation collective au profit d'autres collectifs, des fois j'en avais un peu marre d'être celle qui était en dehors du truc et qui facilitait les échanges des autres. Donc je pense qu'on peut aussi être enfermé parfois dans certains savoir-faire dont on dispose, et je trouve que c'est aussi notre rôle. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'élection sans candidat, mais de se poser la question de comment on permet à des gens d'être considérés comme légitimes sur d'autres savoir-faire ou d'autres trucs qu'ils aiment faire, parce que sinon ça crée aussi beaucoup de frustration. Et moi je connais plein de gens, enfin moi-même, je suis sortie de certains collectifs parce que j'étais en mode non, j'ai pas envie encore de me retrouver à faire ça. Par exemple, j'ai travaillé dans la philanthropie, maintenant on me dit ah bah Sarah, tu peux t'occuper à lever de fonds. Je suis pas partie pour rien quoi. Donc je crois qu'il y a ce truc, peut-être cet enjeu aussi sur ces élections sans candidat, de se poser ça. Et puis je voulais juste rebondir sur un autre truc que tu as dit sur la question du salariat. Parce qu'en fait je sais qu'il y a des problèmes de questions hiérarchiques, etc. Mais moi je me pose vraiment la question de qui peut militer sans être rémunéré, qui peut militer sans avoir une sécurité sociale, qui peut militer sans avoir le chômage au cas où, etc. Donc en fait, comme tu le dis, on opère dans un monde qui ne rend pas les choses faciles et les communs ne peuvent pas répondre à tout. Mais moi je crois qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur comment justement on peut financer des gens qui militent. Et ça c'est quand même... T'as dit que tu voulais pas qu'on en parle. Non, c'est pas que je veux pas qu'on en parle, c'est que je pense que plein de gens auront des trucs à poser. Mais vas-y. Mais je vais finir là-dessus en disant, en fait, je pense qu'il faut trouver des sources de financement pour qu'on ait aussi une meilleure représentation sociale dans nos espaces militants. Moi, je sais que j'ai pu beaucoup militer parce que j'étais salariée, entre guillemets, pour militer. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux militer parce que je bénéficie du chômage, parce que j'ai été salariée avant. Donc, je pense qu'il y a aussi tous ces enjeux qu'on peut réfléchir. Et je n'ai pas de solution parfaite, mais je pense que c'est une des questions que je me posais aussi par rapport à ces questions. Mais on se la pose beaucoup, elle est au travail, et c'est pour ça qu'on parle encore d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de tester autre chose, et on en va dans des espaces où on en parle avec d'autres collectifs aussi qui essayent des choses. Donc là, c'est un budget contributif, ce qu'on met en place, qui est un outil expérimenté dans d'autres collectifs en France. Voilà, on tente, on essaie d'apprendre. Et je reviens sur l'élection sans candidat. Ouais, sur l'après-élection sans candidat. Il y a tout un truc aussi sur la culture du consentement. Et donc, une élection sans candidat, très bien, on te nomme, mais effectivement, il y a un soin à prendre sur comment la personne a vraiment l'espace de se sonder et de dire un vrai oui enthousiaste et pas un oui parce que c'est difficile de dire non. Et donc voilà, il y a tout un truc à travailler à cet endroit-là. Et je reviens sur les outils. Effectivement, c'est pas du tout suffisant et c'est plutôt la question de la posture qu'il y a derrière. Hein. Avec les mêmes outils dans des collectifs, on peut y voir des choses très très différentes. Et du coup, on travaille vraiment cette question de posture et de culture commune et de venir se questionner. Et on s'ouvre vraiment des espaces de réflexivité. On a les temps où pendant 3 heures, on plonge sur un sujet, mais qui nous fait traverser des trucs, quoi. C'est vraiment, on se met au boulot. Il y a une dimension effectivement personnelle, intime, chacun va travailler ses trucs.
mais on n'est pas dans une approche du développement personnel, on voit ça vraiment de manière complémentaire et on met les choses au travail collectivement. Et comment on peut mettre ensemble collectivement nos traumas collectifs et individuels et en prendre soin, voilà, c'est ce qu'on tente de faire. C'est dur. C'est dur. Ouais, c'est dur, franchement, c'est clair. Je vais zapper mon 5e axe parce que je veux vous laisser la parole et vous avez plein de questions. Mais je le jette en question parce qu'en tout cas, moi, à la lecture du livre, c'est aussi ce qui m'a interrogée en tant que, justement, fonctionnaire, agissant dans un opérateur du service public. Je me suis dit, c'est super, mais je vois l'énorme grand écart que je dois faire tous les jours entre mon militantisme et le monde du travail tel qu'il est. Voilà, et donc j'avais envie, et travaillant au sein du service public d'éducation, je me disais aussi, je vois le grand écart qu'il faut faire entre mon militantisme et la conception du service public d'éducation et du système éducatif français. Voilà, et donc je vous use cette question parce que ça m'a beaucoup interrogée de, ok, c'est cool, et comment c'est transférable ou pas, voilà. Mais vous avez certainement plein de questions et de rebonds, donc Ou de commentaires. ou de commentaires, voilà. Partage d'expérience. Oui, je vois pas votre tête, mais voilà, super. Ouais, Non, j'ai été très ému dans votre livre parce que entre l'introduction et la conclusion, le milieu, c'est super, hein, plein de propositions, mais il y avait une émergence d'un travail de réflexion personnelle. J'ai trouvé ça très intime, très touchant. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait quand on est engagé dans un mouvement pour faire ce travail d'introspection, pour se trouver? Et quand on l'a fait, quand on a travaillé sur ses relations par rapport à ses blessures, on parlait de la personne rabougrie, la personne solaire, mais moi je pense toujours à mon chat que je poussais pour aller chez le vétérinaire et qui ne veut pas rentrer alors c'est pour son bien. Et j'ai ressenti ça aussi moi dans ma vie. Mais à un moment, quand on fait ce travail, d'une part on a commencé en voulant s'engager dans quelque chose et ça remet tout en question. À un moment on est complètement perdu, on se dit mince, je votais Sarkozy, je vais voter à gauche ou autre chose. Et puis, comment est-ce qu'on définit l'intérêt commun? Parce qu'à un moment, on va tous avoir ces expériences qui vont être différentes. Mais c'est quoi la mécanique pour se dire, c'est quoi le bien commun? Comment est-ce qu'on va écouter l'autre dans ses blessures, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a vécu, pour travailler ensemble? Comment ça marche tout ça? Et vraiment, merci pour le travail que vous faites. Mais qu'est-ce qu'il en sort de réflexion? Et puis, vraiment, l'interrogation, c'était comment vous avez fait? Parce que quand vous vous lancez, je me suis dit, un truc technique, c'est super perso. Je dis, j'ai relu simplement l'introduction, je me dis, ouais, tout. Et le reste, c'est pas ça, ça va changer dans le temps. Ouais. Mais c'est super. J'invite tout le monde, hein. Il y a le printemps des fragilités le 24-25 mai, ici à Nantes. Et vous êtes complètement dedans. Comment est-ce qu'on fait d'une fragilité un truc et une capacité? Comment est-ce qu'on utilise l'humain pour faire... Et c'était génial. Votre lecture m'a éclairé sur un tas de choses. Mais alors, comment on fait pour écrire ça? Comment est-ce qu'on fait pour définir l'intérêt commun? Et j'arrête. Merci. Je sais pas trop comment répondre. Merci beaucoup de me dire ça. Ça a fait partie de mes peurs d'être trop intime et de me dire est-ce que je me mets en danger? Est-ce que je... Puis, enfin, moi, je le dis dans le livre, j'ai eu une période où j'étais vachement médiatisée, donc j'avais un peu ce personnage public et je me disais... j'ai une image de meuf qui gère, machin et tout, et donc est-ce que je vais arriver à dire ce que j'ai à dire de mes propres fragilités, de mes inconsistances politiques, etc. Et en fait, c'est assez marrant, je vais vous raconter l'introduction. En fait, je l'écris dans le train en revenant d'une rencontre. À l'époque, je travaillais dans la philanthropie, c'était mon premier jour et j'appartenais pas du tout à ce cercle-là. Et en fait, j'arrive dans ce truc et vraiment... je suis désolée, je suis vulgaire, mais je me sens vraiment comme une merde. Je me dis, mais je suis nulle, je sers à rien. J'essaie de sauver la face. Je me suis acheté un petit tailleur pantalon, histoire de dire que j'appartiens et tout. Et en fait, la fin de cette réunion qui dure 2 jours, on fait un cercle et les gens se disent merci et tout. Et moi, je fonds en larmes. Genre vraiment, je fonds en larmes devant tout le monde parce que je me sens... nulle quoi, enfin je sais pas comment le dire autrement.
Et du coup, je me mets dans une posture un peu de rabougrie, quoi, où en fait, je me cache, je vais vite dans les toilettes, etc. Et je fais genre, non, mais tout va bien. Et après, je me trouve aussi dans une posture par rapport à ces gens qui étaient avec moi, où je suis genre hyper compétitive pour montrer que, en fait, je gère et tout. Bon, bref. Et donc, j'écris l'intro, j'écris une grosse partie dans le retour du train, où pour les personnes qui n'ont pas lu, en fait, je dis que je me sens... toute petite. Et après, en fait, je pense que c'est d'avoir réussi à sortir ça qui m'a permis de vraiment entrer dans l'intime du livre et de se dire ça va pas juste être un livre de méthodologie, de réflexion un peu, comment on dit, théorique, même si ça a été important pour moi de faire le lien avec les théories qu'on connaît et que moi je connaissais pas. Donc voilà un peu comment j'ai écrit. Et après, je pense au fur et à mesure de l'écriture et aussi de mes entretiens avec les gens que j'ai faits, où en fait j'ai eu beaucoup aussi de gens qui ont accepté de me partager des choses très très intimes et ça m'a encouragée à aller dans ce sens-là. Et après pour l'intérêt commun, moi je pense qu'en fait je pense que notre commun se résume à des choses très simples et très essentielles et que c'est ça le problème du travail politique, c'est que des fois on perd le lien avec ça. En fait on a tous envie d'être aimés. On a envie d'être heureux, on a envie d'être en connexion avec les autres, on a envie de se sentir libre, on a envie de se sentir aussi soi. Et pour moi, c'est ça la politique, quoi. C'est ça le cœur du truc. Et du coup, je pense que trouver l'intérêt commun, c'est arriver à voir ça chez l'autre, même quand il nous blesse, même quand il est violent avec nous, même quand il nous fait du mal. Et je crois que moi j'ai vécu beaucoup de situations dans le militantisme où on va dire ouais mais cette personne c'est une personne horrible, hop on la met de côté, et en fait moi j'ai vraiment envie de dire oui il y a des gens qui font des choses terribles mais ça reste des humains, ça reste des gens qui aussi font des choses terribles parce qu'il se passe des choses, il s'est passé des choses pour elles. Ça veut pas dire qu'on doit les autoriser à reproduire ces violences, ça veut juste dire que si on veut vraiment changer les choses, il faut aussi prendre avec nous la réalité intime des gens qui nous ont blessés. Et moi, honnêtement, là, en ce moment, avec, je le dis, j'ai un peu du mal parfois à en parler, mais avec la montée de l'antisémitisme qu'on voit en France, des fois, j'ai envie de péter un plomb, mais en fait, je me rappelle toujours pourquoi, en fait, les gens sont... Vous allez trouver que je suis une ouf, mais pourquoi les gens sont antisémites, quoi. Et de vraiment de pas être dans le jugement, et je le dis dans le livre, en fait, d'être dans la curiosité, dans l'humilité. Et en particulier, quand on est blessé, c'est très difficile, mais je pense que c'est ça, être militant. Sinon, si on pense pas qu'on peut faire changer les gens, ça sert à rien de militer, quoi. Voilà. Je pense. Ça fait écho à la question du règne des purs, et il y a les purs et les impurs. Allez-y, soyez pas timides, je suis sûre qu'il y a plein de partages d'expériences, de questions, de... Clémence. Moi, j'ai pas vraiment de questions, je voulais l'élaborer, mais j'ai pas le temps du coup. En fait, déjà, je me disais que toute l'intelligence émotionnelle qui est créée, nourrie, enrichie dans les collectifs féministes particulièrement, je sais pas si ça existe. Il faudrait créer un système de VAE qui donnerait des points et qui permettrait peut-être d'entrer de donner des points aussi de vie financière, en fait, parce que je pense que les 15 ans dans des collectifs féministes et nous fameuses et plein d'autres partout ailleurs, etc., en fait cette capacité à se questionner, en fait c'est quand même, je pense que ça fait de nous j'espère en tout cas, mais je crois que c'est vers ça qu'on tend, en tout cas, d'essayer de faire de nous des meilleurs êtres humains pour essayer de réparer les endroits où on peut être et réparer quelque chose. Et c'est vrai que je me dis qu'il y a une forme de... On s'en rend même parfois pas compte. En réalité, je le dis moi parce il se trouve quelqu'un au conseil d'administration qui régulièrement nous rappelle que ce qu'il trouve ici, il ne le trouve pas ailleurs. Et voilà, je me demandais comment on pourrait peut-être valoriser ça, parce que c'est très précieux, c'est très précieux au sens des fondamentaux dont tu parlais là, d'être soi, de s'aimer, d'aimer l'autre même quand il nous blesse, etc. Et le lien que je fais avec l'autre point, et donc à la fin ça ne se terminera pas par une question, ce sera vraiment trop long, mais c'est la question du temps, c'est qu'en fait tout ça, toute cette intelligence collective, en fait elle demande, et tout ce soin demande un temps considérable. Demande un temps d'écoute de soi, de l'autre, un temps de retrait pour être sûr qu'on est bien aligné sur ce que tu disais sur la candidature sans candidat.
le processus, c'est pas ça. Voilà. Élection sans candidat. Élection sans candidat, pardon. Et donc je me demandais comment est-ce que peut-être, alors je vais quand même essayer de retomber sur une question, mais qui sera peut-être T'es pas obligé. oui, voilà, on n'est pas obligé. Non. Mais comment est-ce que tu gères ces tensions-là, toi, et comment est-ce que tu vois ces tensions-là, tu vois, entre le besoin et la nécessité. Et moi, plus j'avance dans la vie, et plus je pourrais pas, même si je sais que ça coûte financièrement par ailleurs, sur ce que en tant qu'indépendante, je peux faire. Et en fait, en plus, je trouve que le sel de la vie, il est exactement dans ce temps-là que d'aucuns considéreraient qu'on perd, alors qu'en réalité, on le gagne non seulement pour nous, mais aussi pour toute la planète, en vrai. Et voilà, bon, bah, il n'y a pas de question. Si, et moi j'aimerais bien entendre les deux Sarah sur cette, parce que je me suis aussi posé cette question tout à l'heure quand tu as parlé des cercles et tout ça, des temps de réflexivité. Ce que vous décrivez, c'est c'est la question du temps et de la valeur, quoi. C'est-à-dire, en fait, du temps qui ne crée pas de valeur mesurable dans les indicateurs d'une société capitaliste, extractiviste, nanani, alors que, en vrai, c'est nous qui créons de la valeur, quand même. J'ai loupé juste la dernière phrase. Non, je disais, en fait, c'est nous qui créons de la valeur. Voilà. Oui, très bien. Sans transition. Ça va être difficile de parler au nom de tout le collectif, du coup je reprends un peu un truc perso parce que je sais qu'on se situe à des endroits différents là-dedans. De manière paradoxale, moi aussi j'ai le capitalisme vissé au corps, la productivité, faut que ça envoie, et ça cravache vraiment un truc, un rapport au travail un peu too much. Je suis pas d'accord avec moi-même, mais voilà. On en est toutes là. Et paradoxalement, ce qui m'aide actuellement, c'est un peu d'avoir compris qu'on avait perdu. Alors c'est horrible dit comme ça, mais je vois les poussées fascistes dans plein d'espaces et tout, et donc je suis pas dans la croyance du vrai grand soir de on va tenir une bande. Non, en fait, on se fait défoncer à plein d'égards. Moi, mes adelphes prennent cher à plein d'endroits. Enfin, j'ai plein de personnes qui sont vraiment dans des états. Enfin, ça attaque la santé mentale aussi de voir le contexte oppressif vraiment de toutes parts. Et donc, de comprendre qu'on se retrouve de facto en résistance. L'enjeu, c'est le soin communautaire, c'est comment on prend soin les unes des autres, quelle qualité de lien, quelle solidarité on arrive à mettre en place. Et du coup, c'est bourré de sens que de continuer à cravacher pour mettre plein de temps à cet endroit-là pour moi. Voilà, et donc, chez Énergie de Nantes, il y a ce truc partagé quand même de tout le monde voit l'intérêt de faire culture commune. Et on a en tête que Énergie de Nantes existe parce que c'est encore relativement démocratique et que c'est possible. On a bien en tête que si la poussée fasciste continue, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, il ne restera pas grand-chose du tissu associatif, des communs, enfin ça sera très très compliqué. Et donc ce qui compte, c'est les solidarités qu'on arrive déjà à mettre en place à Énergie de Nantes, sur le territoire, le maillage avec d'autres structures, c'est les coalitions dont on a parlé, c'est ce qui fera la différence. Voilà. Ariane, Non, mais je trouvais que vos deux interventions sont super. Non, mais c'est vrai. est-ce que je peux me permettre le tout petit point de l'historienne, mais ce que tu dis me fait penser que, enfin voilà, en fait, c'est documenté historiquement que les mouvements de résistance à tous les mouvements fascistes naissent en fait de liens de solidarité qui se sont créés dans les 15 années avant la rupture. Enfin voilà, moi je suis historienne de la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on voit, c'est que les gens qui résistent, ils résistent pas par grande idée des valeurs et de... Voilà, ils résistent parce qu'ils ont fait du scoutisme avec un tel et que, à un moment, il faut aider bidule à passer une frontière, et etc. Et c'est comme ça que ça naît. Et donc... Maintenant, j'ai envie de dire un truc en tant que ça dit. Vas-y, après, il y a une question. Ok, je fais court, mais justement, par rapport à ça... L'idée, c'est peut-être dans la vision du militantisme d'hier et peut-être qui devrait être demain, mais qui est moins aujourd'hui, je trouve, c'est que finalement, pour moi, le militantisme, ça doit être d'abord un espace de connexion sociale, quoi, en fait. Et donc, pour répondre à ton truc, j'utilise l'image en mode, en fait, on est dans une approche, comme tu dis, productiviste, extractiviste du militantisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir des gens plutôt que qu'est-ce que les gens peuvent obtenir d'être dans les collectifs. Et donc, de se dire, en fait, est-ce qu'on a une obligation d'efficacité politique systématiquement? Pas forcément. Et je prends des exemples comme le collectif La Lab, qui est un collectif féministe
qui défend les droits des femmes musulmanes, où elles ont vraiment dans leur stratégie toute une énorme partie qui est vraiment l'accueil et je veux dire la mise en soutien. J'aime bien utiliser cette expression parce que c'est une mise en réseau / c'est pas juste on se connaît quoi, des personnes qui rejoignent le collectif avant même de penser production de savoir ou action collective. Et du coup je crois que en particulier dans cette période-là, il faut vraiment mettre le paquet sur la partie lien, parce que non seulement ça nous aide à dans le futur pouvoir réagir, mais aussi en fait le premier vecteur de fascisme pour moi c'est le retrait et le cynisme, et du coup en fait créer ce lien social c'est aussi se prémunir de faire grossir les rangs des fascistes. Du coup, EDN est le seul fournisseur qui a un groupe de travail Antifa. Ils en ont pas chez Total, je comprends. Oui. En vous écoutant, je faisais mes propres réflexions également sur ce sujet, d'après forcément mon vécu. Et je me disais que tout ce que j'entendais là venait un petit peu faire résonance à ce que je me disais sur le monde associatif. J'ai beaucoup de mal à imaginer ce militantisme et cette lutte dans le système hors associatif. Très honnêtement, pour avoir travaillé dans le service public, que ce soit la fonction publique territoriale, il n'y a rien de plus pyramidal. Et pour avoir tenté de lutter, je ne vois même pas comment c'est réalisable aujourd'hui. Pour tous ceux qui l'ont tenté également, c'est un mur. C'est pour ça que je suis d'autant plus impressionnée par le fait que vous ayez réussi en tant qu'association à obtenir des choses. Mais c'est eux en plus qui ont aussi les clés et le pouvoir sur les associations et qui ces derniers temps en ont fait souffrir beaucoup. Donc moi je me pose cette question parce qu'on est quand même régi, le milieu associatif est extraordinaire en France, on y voit vraiment des choses extraordinaires. Moi je trouve que le lien il est là, il est dans cette connexion de lien social, il est là, mais comment militer pour que ce monde associatif trouve cet équilibre dans un monde qui est terriblement pyramidal par ce fonctionnement de la fonction publique et du terrain qui a quand même beaucoup de mal à évoluer. Je ne parle pas du privé, bien évidemment, où là c'est encore un autre sujet, bien sûr, mais c'est tellement dommage qu'on n'arrive pas à cet équilibre et à faire évoluer ce qui nous gouverne quand même majoritairement. Oui, je vous écoutais parler et ma réflexion c'était, j'ai beaucoup parlé de presque une approche un peu culture, philosophie de ce qu'est le militantisme, mais je suis aussi quelqu'un d'hyper pragmatique sur comment on gagne des victoires sur des campagnes. Enfin, comme je disais tout à l'heure, moi je m'inscris quand même dans une perspective aussi réformiste puisque je travaille dans le système tel qu'il est et j'essaie de le faire évoluer. Et en fait, pour moi, il faut arriver à tenir les deux bouts, c'est-à-dire de... je crois que c'est Alinsky, je sais plus. Ouais. C'est lui. Toi, tu sais déjà ce que je vais dire. Non. Tu cherchais le nom d'Alinsky. Je crois que c'est Alinsky, Saul Alinsky, qui est un militant américain qui a un peu conceptualisé le community organizing, même s'il y avait plein de gens qui faisaient ça avant lui, mais bon, c'est certainement des meufs dont personne et du coup, je crois que c'est lui qui dit, en fait, il ne faut pas partir du monde tel qu'on voudrait qu'il soit, mais du monde tel qu'il est. Et donc je pense que aussi un bon militant c'est quelqu'un qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, a cet amour de l'autre, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui est assez pragmatique sur ce qu'il peut obtenir. Et par rapport à votre réflexion sur comment on agit dans un système institutionnel et étatique qui est assez sclérosé, par exemple, moi je pense que la philanthropie privée, elle est souvent vue comme problématique par le secteur associatif, sauf qu'aujourd'hui, ça peut être, de manière purement pragmatique, une bonne manière de s'autonomiser, au moins pour un temps. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui m'intéresse dans le militantisme, c'est de... Parce qu'on a eu un gros débat au sein des fameux sur la philanthropie privée. Donc c'est pour ça. En fait, moi, je me pose la perspective de dire, quand tu es community organizer, enfin, quand tu es organisateur collectif et que tu réfléchis à des stratégies, tu dis qu'est-ce que j'ai que les gens veulent et qu'est-ce que les gens ont dont moi j'ai besoin. Et donc en fait dans un truc un peu, j'avoue un peu cynique de en fait qu'est-ce que je peux donner à la philanthropie privée, ils sont contents de mettre mon logo sur leur site, good for them, moi je prends 10 000 euros, 100 000 ou... Enfin, moi j'avoue que je suis très pragmatique sur certains trucs, dans le sens où les financements en public vont être coupés, la philanthropie privée d'extrême droite est en plein essor, donc en fait moi si jamais il y a une association
commencé dans la philanthropie donc pendant 2 ans, comme je vous l'avais expliqué, et j'étais dans une fondation qu'on appelle intermédiaire, donc je collectais des fonds pour les redonner à des assos. Et donc au début je me disais ouais je vais faire la liste des gens où j'accepte l'argent, où j'accepte pas, donc je commence à mettre des critères et tout, je me dis bon alors il faut que ça soit de l'argent qui n'est pas issu de l'exploitation Tu courages les enfants. J'allais dire exploitation des hydrocarbures. Ouais, des énergies fossiles. Des énergies fossiles, merci, j'arrivais plus de trouver. Mais aussi des exploitations des enfants. C'est tout. Puis je me dis, mais en fait, la philanthropie, comment ces gens ont amassé autant de fortune en si peu de temps? L'esclavage, l'exploitation des enfants. Donc il y a une réalité, c'est que en fait, cet argent est sale. Mais quel argent est propre? Voilà, hein, quand on touche un salaire d'une entreprise qui se comporte mal avec ses salariés, enfin bref, on peut aller très loin comme ça. Et donc du coup de se dire, en fait, moi les garde-fous que je mets, c'est que je dis ok je prends votre argent, par contre vous n'êtes pas dans mon conseil d'administration, vous n'avez pas de possibilité d'influencer, et surtout je diversifie mes sources de financement, comme ça je dépends pas de vous et je me sens pas obligée de vous faire plaisir. Bon bref, donc story short, tout ça pour dire, pour revenir à la question de madame qui est, je pense qu'on a nécessité de penser vraiment en stratège. Et à la fois il y a la philosophie politique, il y a l'éthique politique et après il y a la stratégie, et des fois je trouve qu'on l'oppose alors qu'en fait si on sait où on va et qu'on perd pas de vue là où on veut aller, on peut aussi avoir voilà, des chemins qui sont pas toujours les mêmes ou qui sont pas vus comme purs selon notre philosophie politique. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais Si, je pense que c'est... Je peux rebondir là? Bah oui. Je me permets. Ouais, parce qu'en fait, ça me parle beaucoup. Ça aussi. Tout à l'heure, tu disais, c'est le service public qui devrait le faire. L'énergie, enfin, subvenir aux besoins énergétiques des habitants, c'est le service public qui devrait le faire. Et c'est vrai que, mais il y a toute cette idée où, en fait, surtout, enfin, il y a des années où, enfin, ça marchait comme ça, c'est-à-dire que on votait. Et l'État subvenait à nos besoins et ça marchait comme ça. Et en fait, de plus en plus, bah, on se heurte à tous ces problèmes, enfin aux problèmes démocratiques en fait. C'est-à-dire que maintenant, l'État ne représente plus le peuple et de plus en plus, ça va là-dessus. On vote, voilà, on fait tout pour... voilà. On vote à l'Assemblée, on n'écoute même pas le peuple. Donc, en fait, de plus en plus, on n'attend plus rien de l'État. Moi, je sais que plus ça va, plus les jeunes, ils attendent plus rien de l'État. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a fait EDN. C'est-à-dire que si on n'est pas autonome et qu'on ne fait pas par nous-mêmes directement, on se heurte à beaucoup de frustration et en fait, voilà, des choses qui fonctionnent pas, quoi. Et donc, du coup, l'idée, là, nous, ce qu'on a fait, c'est que, certes, c'est une association, parce que sinon, on n'a pas de valeur juridique, donc pour avoir l'agrément, on est obligé de faire un peu des compromis quand même. Donc, on est une association loi 1901, mais en fonctionnant de manière autonome, quoi. Et pour ça, pour nous, c'est super important, parce que si on n'a plus notre autonomie, c'est le capitaliste qui va nous faire tomber, quoi. Et donc, et en même temps, c'est toujours un équilibre un peu instable parce que, effectivement, on a dû faire une levée de fonds quand même au début et donc accepter de l'argent qui pouvait ne pas forcément être très propre. Mais il faut toujours faire attention à rester toujours nous-mêmes et à pas se compromettre pour se développer, quoi. Et donc, pour nous, je pense que ça, c'est un point super important de nous, c'est qu'on a une ligne politique et c'est pas nos financements qui va nous la dicter, quoi. Oui, pour l'instant, on considère que l'argent a une forme d'odeur. À l'heure actuelle, on a des lignes rouges de financement qui ne viendront pas. Et oui, sur la question de la dégradation du service public, sur l'énergie, c'est acté depuis un petit moment que les trahisons politiques ont été là, que ça ne répond plus aux besoins des habitantes. Et du coup, c'est ok, le privé, la manière de le faire, c'est pas ok. Le service public nous a lâchés. Qu'est-ce qu'on fait? On se réapproprie le sujet. Et il y a un certain nombre de besoins de subsistance sur lesquels il est possible de faire commun. Mais c'est vraiment une autre manière de penser son rapport au monde, de penser son quotidien, de penser l'organisation. Enfin.
Donc, Pauline, bonjour, merci beaucoup. Bon, vu que tu sens d'en avoir besoin, moi j'ai commencé le livre et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle écrit bien. Donc voilà. Et donc, pardon, oui, en fait, dans l'aspect coalition, bon, je n'avais pas envie de dire plein de choses, mais je vais rester sur ton livre. Sur l'aspect coalition et par rapport à ce que tu viens de mentionner, le fait de créer des choses qui répondent à un besoin, je suis d'accord dans le sens où on n'a pas envie de créer 10 000 fois la même... Enfin, comment dire, non, je ne dis pas tout à fait ça. Ça sert à rien d'avoir une énorme structure. Mais en même temps, quand tu as des solutions qui marchent, tu as envie qu'elles puissent essaimer et se répandre. Donc comment tu fais ça? Enfin, tu vois, parce qu'il faut bien... Est-ce qu'il ne faut pas à un moment un acteur au-dessus, enfin je sais pas, quelque chose qui permette de diffuser ça. Moi j'y pense plus à l'aspect éducation, parce que, enfin voilà, je vais pas faire trop long, mais enfin, vraiment comment tu fais ça pour diffuser quoi. Enfin si tu penses qu'il faille le diffuser. Ah ouais, je pense. Après, je pense que ce que tu dis c'est important. En effet, quand tu as trouvé une solution, tu as envie qu'elle puisse être partagée. Des fois, d'autres personnes l'ont trouvée aussi, mais tu le sais pas. Donc je pense que d'abord c'est la première chose, c'est de se dire, bah en fait, pour sortir aussi de cette espèce de sens de la responsabilité de on a trouvé un truc, il faut absolument tout le monde le sache, voilà, se dire que en fait même moi mon livre j'ai rien inventé, enfin les idées c'est toujours des choses qu'on recycle et tout, donc je pense que peut-être ma première réponse par rapport à ça, mais dans l'idée de faire ça, moi je donne un exemple dans le bouquin, alors honnêtement c'est pas mon exemple préféré, mais je regarde Anne pour voir si elle m'autorise. J'ai ce pouvoir, tout à à fait. fait. Qui a été créé. En effet. Non mais en fait, je prends un exemple, c'est Ticket for Change. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Alors c'est pas mon exemple préféré parce que bon, il y a des trucs avec lesquels je suis pas trop en accord sur leur action et leur modèle, mais tu vois, j'ai pris l'exemple parce que le fondateur avait écrit un article où il disait, on s'est posé la question de comment on augmente notre impact, on a trouvé une solution qui marche bien, est-ce qu'on va recruter plus de gens, grossir, ou est-ce qu'on va genre mettre à disposition nos outils, notre méthodologie pour que d'autres personnes puissent s'en saisir. Et donc je pense que ça c'est la bonne approche, mais toi tu parles beaucoup des communs, en fait c'est aussi ça l'idée de penser à la diffusion de certaines solutions, c'est de les mettre en fait à disposition des autres. D'une autre manière dans le militantisme, là où moi j'ai plus travaillé, le premier bouquin que j'ai écrit c'était exactement ça, c'était de se dire en fait je quitte Change, on n'a pas besoin que Change soit plus gros, par contre on a besoin que le savoir-faire de campagne qui peut être pris en main par des gens qui n'ont jamais milité soit accessible au plus de personnes possible, et donc du coup le livre a contribué à ça avec d'autres choses que j'ai fait. Donc pour moi la question c'est plus comment est-ce que tu mets à disposition tes réflexions, tes ressources, tes solutions, et comment est-ce que tu t'assures aussi que ça va dans les mains des bonnes personnes, parce que je crois que c'est un peu j'essaie de faire court, mais c'est dur. Je crois qu'en fait, mais tu l'as bien dit hein, dans la question d'accès aux ressources, etc., en fait, pour certaines personnes, ça va être facile d'accéder à ces solutions, soit parce qu'elles ont été développées par d'autres, soit parce qu'ils vont les imaginer elles ou eux-mêmes. Et je crois qu'en fait, se poser la question de comment tu diffuses tes solutions à des gens spécifiquement qui n'auraient pas accès à ce savoir-faire, donc se poser la question de l'accès, je pense que c'est la meilleure manière de voir le jeu, mais je ne sais pas si ça rate d'autres. C'est l'approche qu'on a à Énergie de Nantes, c'est dans la droite ligne, c'est-à-dire il y a une intention vraiment dans la raison d'être du projet de massifier cette idée, cette approche, cette manière de penser la chose. Pour autant, on a fait un choix, notre agrément il nous permet de facturer de l'électricité en Guadeloupe. C'est pas ce qu'on fait. On fait le choix d'être un fournisseur local et on invite les autres territoires à créer la même chose. Et nous, ce qu'on fait, on documente, on partage, on source, on structure l'information et on répond très souvent. Il y a des accueillistes dans la salle, c'est un rôle chez nous qui accueille les sollicitations extérieures. Très souvent, on a des sollicitations de personnes qui sont inspirées, on veut voir le moulin, on veut comprendre comment vous organisez, et on prend ce temps. Ça fait vraiment partie de ce qu'on veut cultiver, de transmettre. Et je rebondis peut-être, mais je n'ai pas souvenir que tu en aies parlé, mais sur cette question de l'actrice un peu qui permet cet essaimage, typiquement sur le municipalisme, Fréquence Commune par exemple, alors que je connais de nom, hein, enfin voilà, vous avez peut-être d'autres expériences, mais en tout cas à un moment c'était donné comme mission, enfin c'est donné comme mission de permettre de faire cet essaimage-là. Il y a plein de... Voilà, avec tout ce que ça suppose après, parfois d'accaparement, effectivement, de trucs que tu n'as pas produits, je suppose, et voilà. Enfin, si tu veux rebondir, Sarah, mais c'était juste parce que ça popait dans mon esprit et je me disais... Je connais assez bien cette structure-là, donc Fréquence Commune, qui est une coopérative. Ouais.
plutôt avec des personnes qui accompagnent des collectifs à monter et à mener des listes citoyennes et participatives. Donc là, 2026 arrivant, ils sont au créneau et qui accompagnent aussi une fois que, enfin, depuis 2020, du coup, il y a des listes citoyennes et participatives qui ont eu les mairies. Il y a tout un rapport au noviciat de personnes qui, pour la première fois, étaient élues, se retrouvaient dans des responsabilités et d'accompagnement de ça. Et donc ça, c'est la coopérative, c'est une structure privée avec des intérêts privés. Et il y a Action Commune qui, là, est un réseau. C'est un réseau national qui fédère tous ces groupes, là, partout en France, qui ont envie de monter des listes réellement citoyennes et participatives sans les partis. Et avec toute une partie mutualisation, entraide. Vraiment, le réseau sert à ce que les élus partagent l'expérience aux personnes qui veulent se lancer, tout ça. Ouais. Ok, merci d'avoir mis les deux en parallèle. Oui. Une petite question, donc Olivier, mâle, blanc, 50 ans, 50 ans, bourgeois et ingénieur. Moi je me pose une question, c'est vraiment sur l'énergie militante, enfin, comment la rendre durable, au sens où on arrive avec plein de motivations, plein de bonnes idées, ou plein de bonne volonté, donc on va dire plutôt côté solaire. Et il y a plein d'obstacles, plein d'inerties. Je vais prendre un peu ce que disait Sarah, productivité, donc je mets beaucoup d'énergie mais j'ai pas de ROI. Edith, je suis sur plein de trucs partout et puis comment je fais pour pas m'épuiser. Et puis je t'ai filmé, je sais pas, mais moi je trouve ça génial, voilà, tout simplement. Comment vous faites pour garder cette énergie dans la durée en fait? Énergie durable, parce que moi j'étais dans la modélisation. Bon, ben, on sent que le collectif avance plus, donc on met beaucoup d'énergie mais que ça aboutit pas, ça va pas comme on voudrait, et puis on s'épuise, enfin ce que j'appelle le burn-out militant, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Moi, je faisais une blague, c'est pour ça qu'on a rigolé, j'ai dit non mais je fais juste un burn-out tous les 2 ans. Non, c'est pas vrai. En fait, si, en effet j'ai fait un burn-out, d'ailleurs vous le verrez sur la fin du livre, hein, c'est le moment du craquage. Donc sur les deux derniers chapitres, c'est post-burn-out, post-élection législative. Et je pense que du coup, c'est ça aussi je pense qui est important dans ce livre, c'est pas genre j'ai tout bien fait, regardez, faites comme moi. Enfin, il y a vraiment, et je pense que personne ne sait exactement comment faire les choses, donc tout ça est une proposition. Et n'est pas la vérité, j'aimerais dire ça. Mais je pense que pour moi, il y a peut-être 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, le problème souvent dans le militantisme, c'est qu'on n'a pas vraiment de stratégie. Donc en fait, on part tous azimuts. On est dans une approche très réactive à l'actualité politique, à l'actualité sociale, etc. Donc être capable en fait de construire une stratégie qui résiste, entre guillemets, aux attaques extérieures et qui se sert en fait des attaques extérieures pour atteindre nos objectifs sans trop en dévier. Ça paraît très conceptuel ça, mais en fait, je l'explique un peu dans le livre de manière simple. Comprendre, puisqu'on a beaucoup parlé de coalition, comprendre en fait c'est quoi notre vision du monde, à quoi on veut contribuer, et dans cet accomplissement de vision du monde, c'est quoi nous notre mission spécifique, et de dire en fait qu'est-ce qui est nécessaire, de quoi il y a besoin, donc toujours dans cette idée de compléter ce qui existe ailleurs. Et ensuite, une fois qu'on a défini notre mission, se dire en fait c'est quoi nos objectifs par rapport à cette mission. Alors là, lisez le livre, je donne un exemple très concret, mais là, ça ne me revient pas. Donc, une fois qu'on a ces objectifs, c'est quoi les actions qu'on met en place qui répondent le mieux à ces objectifs en nous coûtant le moins possible. C'est-à-dire, et ça nécessite en fait, on en revient à de la discussion, de la réflexion, parce que pour moi, le temps, c'est pas juste un temps de connexion, de lien et tout, c'est vraiment un temps de préparation et de pas être toujours dans l'action. Parce que ça crame les gens, je pense. En fait, au début, ça nous donne du peps, et puis à un moment donné, ça nous épuise. Donc, être capable d'avoir cette approche stratégique. Donc, premier truc, c'est vraiment la stratégie, je pense que c'est important. De le recentrer dans nos actions militantes. Deuxième chose, c'est la joie. Et alors moi, je suis pas d'accord avec toi. On ne se fait pas rouler dessus. C'est juste un backlash parce qu'on gagne. Oui, c'est vrai. J'oublie parfois. Mais je pense qu'il y a un truc aussi de. En fait, il y a vraiment c'est de l'autosuggestion. Alors, vous avez déjà fait de la sophrologie ou pas? Vous voyez ce que c'est? Donc moi je fais de la sophrologie parce que comme j'ai fait un burn-out, j'étais en mode comment je vais m'en sortir et tout, et donc elle me fait faire un exercice où elle me dit tu respires quand tu vois qu'il y a trop de trucs et que tu sens submergé, tu fais stop. Et au début je me disais non,
n'importe quoi, genre stop et tout. Et en fait, j'ai fini par le faire et en fait ça marche. Et donc ce qu'elle m'explique, c'est qu'en fait ton corps reproduit, après ton esprit mime le geste et en fait effectivement ça te permet de travailler sur ce que tu peux ingérer ou pas. Enfin, vous avez capé l'idée. En gros ça marche quoi. Et en fait c'est un peu pareil sur le militantisme. Donc si vous scrollez en permanence ou si vous regardez en permanence les informations négatives, tout ce qui se passe et tout, c'est la stratégie aussi des fascistes, hein, c'est de nous surcharger le cerveau avec des mauvaises nouvelles. En fait on contribue aussi à cet épuisement militant. Donc avoir une espèce d'hygiène informationnelle quand on milite en particulier, c'est hyper important. Donc je disais tout à l'heure à Anne, moi je regarde des photos des vidéos de manifestations en Turquie, en Serbie et tout, je suis là, putain, j'en ai. Donc j'essaye d'alimenter en fait, mon esprit d'images de pouvoir et de réussite. Et donc j'admets qu'il y a une forme de déni en fait de choses qui sont en train d'arriver, mais je veux dire, j'ai pas besoin de savoir tous les 2 jours la nouvelle dinguerie qu'a dit Éric Ciotti ou Trump ou autre, ou notre cher, je vais pas citer les noms de tous les mecs problématiques. On est encore là demain matin. Non mais Retailleau, enfin franchement si t'écoutes que Retailleau toute la journée, enfin tu peux pas tenir quoi. Donc en fait abstraction, de toute façon je veux dire c'est toujours les mêmes propos, c'est toujours les mêmes costumes, c'est donc ça. Et donc la joie ça passe par s'auto-persuader en mode sophrologie que en fait on a du pouvoir parce que c'est une réalité en fait on a du pouvoir et moi je pense vraiment que c'est en train de se passer, c'est un backlash, on le voit sur les questions de diversité, inclusion, etc. C'est pas pour rien qu'ils pètent tout ce qu'on a mis en place, et je dis on en tant que mouvement social depuis des années sur la question de la représentation, et d'ailleurs j'ai adoré ta petite présentation située. Mais voilà, donc ça je pense c'est un peu 2 choses, et peut-être la dernière chose c'est de se dire qu'en fait militer on peut pas le faire tout le temps, et je pense que ça c'est un peu un problème parce que souvent les gens attachent leur identité à leur militantisme. J'en fais partie. Et du coup, si je milite pas, je me dis je suis personne, je sers à rien. Je vois tous les autres qui militent et je me dis putain, je suis vraiment une merde, encore une fois de plus. Et donc, peut-être accepter de se dire en fait, il y a des fois où tu peux pas militer. Et moi, j'ai pris 2 mois de break là, après mon burn-out et c'était hyper dur, mais j'ai coupé toute source de militantisme qui pouvait activer ce truc-là chez moi. Et en fait, je me suis dit, wow, c'est génial en fait de pas être militant. Donc ça nécessite aussi une organisation collective de passage de relais pour que certains puissent se reposer pendant que d'autres agissent, etc. etc. Ouais, moi c'est de lire d'afroféministes que le soin est politique, le temps d'arrêt, la sieste est politique quasiment, qui m'aide à cet endroit-là. Et aujourd'hui, je choisis les endroits où je milite, pas pour leur plus gros impact révolutionnaire, on va tout renverser d'un coup, quoi qu'ici on le fait quand même, mais sur la qualité des relations, le soin mis dans les relations, le fait d'accepter de prendre des temps d'arrêt pour regarder ce qui s'est passé, de venir... voilà, cette question de soin. Et je crois que ce qui est très fatigant, moi je ne saurais pas dire combien d'heures je milite dans la semaine ou quoi, et c'est assez confondu, c'est mes centres d'intérêt, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est pas très clair, ça fait partie de mon mode de vie. Et ce qui est très fatigant, c'est les petites violences, vraiment quand il y a de la reproduction des systèmes de domination décomplexés, qu'on ne regarde pas, ou on n'est pas en lutte là-dessus, en fait c'est ce cumul de petites violences, ça c'est très éreintant. Très éreintant d'être là, à se protéger, à se défendre, à contre-attaquer, ça c'est épuisant. Un collectif qui met ça au travail, c'est pas fatigant de militer dedans. Voilà, ça c'est un témoignage en tout cas, mais je militais dans des collectifs où la question du soin et de la lutte des systèmes contre les systèmes de domination est au centre. Je ne trouve pas ça épuisant et je pense que je fais beaucoup d'heures. Voilà. Et hésite. Oui, en fait, je trouve que c'est assez drôle parce qu'à la base, moi j'étais toujours en mode la cause, quoi. La cause, le reste on s'en fiche. Et en réalité, il y a des endroits où j'ai arrêté de militer, puis des endroits où j'ai mis plus de temps, d'énergie, etc. Et quand j'essaye de comprendre pourquoi je me suis sauvée de certains endroits et pourquoi j'ai mis plus de temps à d'autres, pourquoi je suis restée militante en fait, à ces endroits-là, c'est justement ce que disait Sarah d'EDN. C'est justement cette qualité à la fois de ce qui s'y passe, du soin qui est apporté,
à ces préoccupations très humaines. Alors qu'à l'origine, j'étais en mode non, mais moi je milite pas pour me faire des potes quoi. En fait, j'ai des potes ailleurs, moi je milite pour la cause et puis c'est comme ça. Et vraiment, je l'avais dit comme ça. J'ai dit, mais je suis pas là pour. C'est bon, sinon je vais dans un cours de. Je sais pas, alors j'ai eu un truc, le macramé. J'ai dit, je vais faire du macramé, hein, puis c'est bon, je ferai mon petit groupe. Et donc j'étais vraiment sur cette fanfaronnade, on va dire. Et en réalité, avec le temps, je me suis dit, mais non. Enfin, les gens avec qui je milite aujourd'hui, c'est parce que justement je me sens raccord, au moins suffisamment pour être entendue, au moins suffisamment pour projeter des choses, mettre en place des choses, avoir une stratégie, etc. Donc voilà, et là où par contre les gens étaient peut-être hyper sympas, mais les connexions pas plus politiquement en parlant que ça, ou stratégiquement on allait nulle part, enfin là j'ai arrêté rapidement. Donc oui, après je pense qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes moteurs en fait dans ce qui nous engage, mais moi ce qui m'a engagé au premier abord c'était... non mais enfin le GIEC nous publie des rapports depuis 30 ans et on est là genre tout va bien, enfin c'est pas possible. Donc moi mon premier moteur ça a été celui-là, un peu la panique, et d'où la cause à cause, et au final c'est pas vrai, c'est pas que la cause quoi. Voilà. Je propose qu'on prenne alors il y avait une ou deux dernières questions, mais justement pour après mettre de la joie militante et boire et pouvoir échanger et voilà, faire l'apéro. Donc si vous en êtes ok, il y avait une question là. Lucille, tu avais aussi une question. Est-ce qu'on fait Moi j'ai une question. deux questions? Quoi? Vas-y, si tu voulais parler. Alors moi, ce sera pas une question, mais c'était juste pour rebondir, Edith, sur faire un redit. En fait, je voulais juste partager que moi, si je milite autant, c'est parce que c'est hyper égoïste. Parce qu'en fait, ça m'apporte énormément. Parce qu'en fait, ça répond à toute mon éco-anxiété, à toute mon socio-anxiété. Je ne sais pas si ce terme existe, mais parce que je suis hyper stressée en fait du fascisme qui monte et qu'on aille dans le mur en fusée au niveau écologique. Donc, mais moi, c'est vraiment hyper égoïste. Enfin, je sais qu'il y a ma maman, il y a 3 ans, qui m'a dit « Mais pourquoi tu es autant en colère? Je suis triste que tu sois autant en colère. » Et je lui dis « Non, je suis militante. » Donc, en fait, ma colère, elle me nourrit. Enfin, elle me nourrit pour militer. Et en fait, en plus, je suis tombée dans les fameuses, merci. C'est un trou noir. Mais c'est vrai qu'on expérimente énormément des nouvelles façons de faire, d'être hyper soror. Et moi je sais que c'est un petit lit douillet en fait. On prend hyper soin les unes des autres. Et je suis dans beaucoup d'associations, je ne retrouve pas ça partout. Et c'est pour ça que là dernièrement je me suis beaucoup plus aussi engagée ici. Mais en fait c'est parce que c'est hyper égoïste. Parce que je me sens hyper bien en fait en le faisant. C'est ça, quoi. Enfin, c'est pas égoïste. Moi je pense que c'est aussi le truc, c'est qu'on se dit quand on cherche à se faire du bien, c'est forcément de l'égoïsme. Ouais. C'est vrai. Non, Ça mais s'appelle de l'épanouissement quoi. Non, puis en fait, encore une fois, il faut faire le lien individu-système quoi. Et en fait, des gens malheureux, angoissés, éco et socio-angoissés, en fait, sont pas forcément. Pardon ? Son premier ministre. Malheureusement non. Je pense pas que c'est... Enfin, je crois vraiment qu'il faut pas... Je crois... Franchement, les gens qui disent non, moi je milite que pour la cause, je le crois pas. Franchement, je le dis sincèrement. Je pense qu'on milite pour des raisons de survie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment des gens qui militent, ils n'ont pas d'autre choix. Mais c'est pas genre un truc conceptuel, quoi. Pour trouver de la connexion humaine, un sentiment d'appartenance, pour retrouver de la dignité. Et puis enfin je donne ça, il y a peut-être d'autres raisons, mais enfin vraiment sincèrement je pense que les gens qui militent uniquement pour les idées en général sont très très minoritaires, et ça veut pas dire qu'on peut pas être pour les idées et pour se faire plaisir, etc. Donc c'est juste, moi je pense qu'il faut il faut qu'on casse cette idée-là, parce que du coup on fait pas des mouvements militants qui répondent à des besoins humains basiques en fait, dignité, sûreté, enfin voilà, donc moi je milite aussi parce que j'ai besoin d'être dans un collectif, de me sentir partie prenante, d'être reconnue, de recevoir de l'amour, enfin voilà. Donc je pense que on peut s'autoriser. On prend une dernière question si ça va à tout le monde, et après Sarah est là, on peut continuer à échanger. Sarah et Edith et Stéphie, et voilà. Je sais pas si ça va être une question ou un peu un commentaire un peu de conclusion.
Très bien. Sur ce que moi j'ai ressenti, mais moi du coup je m'appelle Nadia, Olivier, enchantée. Je suis une femme racisée issue de l'immigration et en CDD. En fait, dans tout ce que vous disiez, il y avait quand même un point qui moi m'apparaissait comme très important, c'est qu'on a beaucoup comparé ce qu'on faisait dans le salariat, dans nos travails rémunérés et dans nos jobs non rémunérés. Donc en fait, la militance, souvent, la plupart du temps, on va pas se mentir, c'est du travail non rémunéré. Et on en parlait avec un camarade justement juste avant que l'événement commence, du fait qu'on n'avait pas appris à doser notre militantisme. Au travail, je peux vous dire exactement combien d'heures sup j'ai fait cette semaine. Alors qu'en militance, je serais incapable de vous dire combien d'heures je fais. On se connecte à toute heure. C'est parce que c'est notre loisir, notre passion, notre intérêt spécifique pour les neuroatypiques, notre lieu de sociabilisation, le lieu où on a nos amis, la famille qu'on s'est construite, et notre entre-soi, et entre-soi dans le sens très positif du terme pour moi, parce que justement dans le salariat, il y a des choses qui nous sont imposées et qu'on ne pourrait pas avoir si la militance c'était toujours rémunérée. Moi, toute la journée au travail, je dois travailler avec des collègues qui sont de droite, des collègues qui sont au PS. Et je le fais, et c'est ok. Après, c'est quand même fatigant aussi, en tant que femme racisée, non ? De devoir compenser toute la journée, la fermer. On a un devoir de réserve. C'est la merde. Bref, pardon. Et en fait, en militance, on s'est trouvé un entre-soi, et c'est justement parfois parce que c'est un entre-soi que ça fonctionne. Et par contre, il y a juste une petite limite, et on pourra en reparler, c'est qu'on a beaucoup parlé de comment soigner en fait nos plaies dans les collectifs, tout ce qui dysfonctionne. Et en même temps, j'avais déjà un peu abordé cette question en lisant Juliette Rousseau dans Comment créer des complicités politiques quand rien semble nous rassembler au départ. Et en même temps, j'ai pas toujours envie d'avoir une injonction à réparer quand ça va plus. Dans la lutte, justement, il y a cette forme de liberté qu'on n'a pas dans le salariat. C'est que parfois, on peut être dans un super collectif où tout se passe bien, et je l'ai vécu aussi dans plein d'endroits, et c'est trop bien. Et comme les histoires d'amour, les histoires d'amitié, parfois ça s'arrête, c'est ce moment où tout se passe bien. Et en fait, c'est ok, et j'ai pas envie d'avoir trop d'injonctions à devoir réparer ça, parce que c'est peut-être juste que la page, elle se tourne et qu'on va recréer un espace politique avec une nouvelle expérience, des nouvelles perspectives, des nouveaux espoirs, des traumatismes aussi, parce que vous en avez parlé, des traumatismes collectifs, et on a créé des choses tellement fortes, justement en utilisant tout ce qu'on avait vécu en commun dans les espaces de lutte qui sont durs, hein. Pas aussi dur que travailler avec le PS ou les gens de droite, mais il y a des choses dures aussi. Et du coup, là, au moins, on a cette liberté-là, en fait. C'est aussi une liberté de pouvoir dire, là, on va pas soigner ça. Enfin, voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour vos contributions. Merci Sarah, Edith, Stéphie et toute l'équipe de nous avoir nourris intellectuellement, et on peut continuer les échanges. Voilà, donc Sarah est là, il y a des livres en vente là pour ceux et celles qui ne l'auraient pas acheté, lu, voilà. Et puis il y a des chips, de la limonade, la bière, du vin. Voilà, il y a de l'alcool sans alcool. Voilà. Oui, enfin bon, bref, vous m'avez compris. Merci beaucoup, merci mille fois, c'était vraiment super.